Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Merci de partager, merci de votre soutien indéfectible et puis évidemment de vos critiques que nous engrangeons, que nous étudions de près pour nous améliorer et puis merci de votre fidélité. Alors, ce soir, nous recevons un disciple de François Mitterrand et de Jacques Chirac. C'est un monsieur qui n'a jamais lâché. Vous savez que Mitterrand, c'est au bout de 3 fois. Jacques Chirac, pareil. Et lui, c'est au bout de 4 fois. Donc, il fait mieux que les présidents de la République qui n'ont jamais renoncé à atteindre le pouvoir. José Mirande, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marajo, bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Voilà. Et puis, c'est également quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est probablement la raison pour laquelle il a eu la confiance finalement des Marinois. Alors il me confiait il y a quelques minutes que c'est les gens de Sainte-Anne qui l'ont délégué au Marais. Pas tout à fait. Je plaisante, José Mirande. Bien, alors l'idée pour nous, c'est de découvrir ces nouveaux maires qui ont accès au pouvoir. Et puis, analyser avec eux l'actualité, bien évidemment, qui est très, très intense ces temps-ci. Et puis, de découvrir comment ils font pour ne pas se dédire, ne pas renoncer à leurs promesses de campagne. Quand ils découvrent, entre guillemets, parce que vous étiez quand même au courant, la réalité de la gestion communale dans une petite ville comme le Marais. Alors, petite ville par sa dimension, petite ville par son budget, petite ville par le nombre d'habitants, mais une ville, j'allais dire frontière, puisque c'est la ville qui est en relation avec la Caraïbe du Sud, et c'est la ville qui possède la plus grande marina des Petites Antilles. Il faut quand même le rappeler. C'est un hub. C'est un hub. Caraïbe, voilà, c'est le mot qu'il faut employer. Voilà, une espèce de carrefour. Voilà, on part de chez nous de partout, c'est une sous-préfecture aussi, donc il y a des raisons. Et la ville du Marin était par le passé une capitale administrative, la Sécu, la CAF, tout. Il y avait beaucoup qui sont partis depuis. Les plus grosses usines de l'île. Ça a été longtemps la plus grosse usine du Marais. L'usine du Marais, c'est la dernière usine à fermer, le canal sucre dans le sud. Tout à fait. Bon, alors félicitations. J'ai pas eu l'occasion de vous féliciter. Félicitations. Le Covid n'empêche. Hein. Bon, alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur d'abord la situation financière du Marais. Parce que bon, pendant la campagne, vous avez utilisé cet argument. Vos adversaires vous ont répondu sur le registre en disant, bon écoutez, José Mirande, vous savez très bien qu'on n'a pas de soucis financiers. Malheureusement, ça a été un argument un peu court. Et puis vous arrivez à la municipalité. Donc je rappelle pour ceux qui ont loupé le match que c'est en 2020. Okay. Donc il y aura bientôt 1 an, ou il y a eu 1 an. 28 juin. Il y a eu 1 an. Un an. Qu'est-ce que vous découvrez? Je ne découvre pas, hein, parce que je suis élu en 1989. Ouais. Et donc je suis dedans. J'ai les yeux partout et je dénonce. Alors de 89 à 96, je suis dans l'équipe avec Rodolphe Désiré. Et en 95, Donc vous êtes un tout petit peu responsable quand même? Pas du tout. Non, je ne suis pas responsable. Quand je dis responsable, j'ai compris. Pas coupable. Non, j'ai compris. Mais vous endossez une part de responsabilité. Je n'endosse pas la responsabilité. J'estime qu'au moment où je quitte la municipalité en 1996, les choses commençaient à se dégrader sévèrement. Ah ouais. Voilà. Déjà à ce moment-là. D'ailleurs, c'était l'une des raisons de mon départ en 1996. Et j'étais adjoint au maire. Je n'avais pas de raison, je n'avais pas d'ambition en 1996 d'être candidat, hein, si vous voulez, à la ville du Marais. Bon, on était une équipe, j'étais dans un parti qui était le PPM. Donc on va y revenir. J'étais dans un balisier, donc il n'y avait pas de raison. Donc en 1996, déjà, on nous sermonnait Quand vous dites « on », la Chambre des comptes, bien sûr. Ah oui, mais attendez, vous savez qu'ici, on a le temps. Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, parce que, vous savez, les arcanes de la politique financière... Je suis pour. Il faut faire de la pédagogie. Donc, vous avez des gens qui sont basés en Guadeloupe, la chambre régionale, qui est basée en Guadeloupe, mais qui opère sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, et qui, de temps en temps, font la police
entre guillemets, qui font la police sous la demande du préfet. Sur la demande du préfet. Ah ouais, il faut le noter. Oui. Parce qu'ils viennent pas comme ça. Le préfet saisine du préfet sur les comptes de la ville. Et je me souviens quand même, il faut le dire, les mêmes terrains que j'essaie de vendre aujourd'hui, c'est pour ça déjà, ces mêmes terrains-là qui étaient déjà en vente en 1996. Bon, on va y revenir. Alors, vous dites, tout ça, c'est pas récent. Ça date de 96. C'était récurrent. Voilà. C'est un déficit chronique. Mais c'est quoi le problème? Une petite ville, théoriquement, ça se gère plus facilement qu'un monstre comme le Lamentin au Fort-de-France. J'ai failli vous poser la question, c'est quoi le problème, M. Marajo? Moi, derrière moi, j'ai des dizaines de milliers de personnes qui disent c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors, c'est la question que je pose. Ouais. Et vous avez une réponse? J'ai une réponse, mais j'espère qu'on va me pardonner de cette réponse-là. Je dirige des entreprises depuis très longtemps, vous le savez. On va y revenir. Non, je vous dis, c'est important. Ma réponse, c'est le cheminement de ma réponse. Ouais. Il faut, avoir du personnel. Il faut, avoir un siège. Il faut, avoir une usine, l'entretien, la maintenance. Il faut des hommes pour faire tout ça marcher. Il faut une matière première pour faire l'usine fonctionner. Il faut sortir des produits finis. Il faut démarcher. Il faut vendre les produits finis. Et quand on vend, il faut se faire payer. Et quand on se fait payer, l'argent rentre. La gestion de la ville commence à partir de là. L'argent est là. Ouais. Vous savez, tout le reste, c'est le plus dur. Hein. Donc, en réalité... On me donne un budget, on me donne 13 millions d'euros. Vous n'avez même pas de produits à fabriquer, on vous donne de l'argent. On vous donne 13 millions d'euros. Vous savez, j'ai fait exprès de faire le cheminement de tout ce qui est compliqué dans l'entreprise. Ouais. C'est les hommes, l'usine, la maintenance, etc. Et puis aller chercher l'argent, se faire payer. Et quand tu es sur le compte, on te donne 13 millions. Et puis on te dit, voilà, tu as ça, fais un budget avec ça. Comment je peux dépasser ce budget-là? Je ne comprends pas cette équation. Alors si mes collègues n'aiment pas ce que je dis... Non, attendez. José, vous avez un problème là. J'ai pas un problème. Vous me donnez une solution, mais la question que vous venez de poser intéresse, écoutez bien, 34 villes sur 34. Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, la question que vous posez pour le Marin, elle vaut pour toutes les communes de la pour toutes les collectivités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, non, je vais essayer de répondre. Parce qu'aujourd'hui, voilà l'équation. Donc, pour moi, la procédure aujourd'hui, après je vais expliquer peut-être ce qui s'est passé. La procédure aujourd'hui, il y a des politiques publiques qu'on doit mener. Ouais. Et je considère que ma marge d'autofinancement, c'est une charge. Alors allons essayer de parler clair pour les gens. Alors, je reviens, je veux le dire. La marge d'autofinancement. J'ai 13 millions d'euros en budget. Je sors 1 million dedans. Attendez. On reprend depuis le début. Vous avez 13 millions de budget. Allons expliquer aux gens d'où ça vient cet argent. Alors, l'argent, on va le décortiquer. La dotation globale de l'État. Ça, c'est l'État qui vous donne de l'argent. Donne de l'argent en fonction de la population. Alors ça, c'est important. En fonction de la population. Allons faire des petites pauses. J'ai compris. Plus vous avez de gens, plus vous avez d'argent. Et moins vous avez de gens, moins vous avez d'argent. Alors, allons ouvrir une petite parenthèse. Moi, j'ai un exemple d'une commune à qui l'INSEE a dit, écoutez, vous avez moins d'habitants. C'est Grand-Rivière. Le maire a dit non, c'est pas vrai. Il a recompté ses habitants et l'INSEE a dit bon, on s'est trompé. Oui, vous avez raison, on remonte le nombre d'habitants. Et le nombre d'habitants a augmenté de 40%. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'est le biais du recensement qu'on aura en début d'année prochaine. Faites attention, hein. Soyez vigilants. Hein. Mais le recensement, on doit avoir notre regard dedans. Ouais. C'est le maire, c'est mon service qui fait le recensement. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai les yeux partout parce que c'est important, parce que c'est pas seulement la dotation globale de fonctionnement qui est indexée sur la population, mais l'octroi de mer aussi. Ouais. Et ce qui est un revenu énorme pour les collectivités. Alors, moi, c'est 4 millions d'euros quand même pour alors, continuez. Donc, c'est l'État qui vous donne de l'argent. L'État donne de l'argent. Ouais. On a une spécialité en Martinique, l'octroi de mer sert à financer les communes. Ça, c'est la taxe sur les produits qu'on importe, et puis sur une partie des produits locaux. Et vous avez la fiscalité locale. Ouais, les impôts. Les impôts des Marinois. Ouais. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, nous avons deux délégations, tout l'argent qu'on peut avoir, annexe, tout ce qu'on peut facturer, la régie, etc., etc., y compris nos 2 délégations, le carénage et
Ça, c'est des gens à qui vous avez délégué, on va dire, ce qui nous appartient, pouvoir. on va simplifier ce qu'on loue et qui nous rapporte de l'argent. Voilà. On va dire ça, c'est pour simplifier. Allons le dire pour que les Marinois, parce que je suis persuadé qu'il y a des Marinois qui découvrent que vous avez 2 boutiques. On a deux grandes boutiques qui s'appellent Carénage et le Port de Plaisance. Hein. Alors, c'est des gens qui, théoriquement, doivent vous reverser de l'argent. On a découvert que l'un d'entre eux ne vous versait pas régulièrement depuis plusieurs années l'argent qu'il devait vous verser. C'est vrai ou pas? Ça a été vrai, mais pas à mon arrivée. Non, mais allons dire franchement. Il faut dire les choses, qu'il y a eu des complications. On est dedans. Ouais. Et aujourd'hui, les choses, j'ai envie de, pour simplifier, de faire table rase de beaucoup de choses, sinon il me faudra 4 heures d'émission. Non, on a le temps. Moi, je veux... Non, mais vous avez vu ce qui est marqué derrière moi. Politiquement correct. Est-ce que les gens qui ont géré les boutiques dont vous parlez, parce qu'on va revenir sur l'une des boutiques, vous savez que l'une des boutiques fait l'objet d'enquêtes judiciaires, etc. Les gens qui géraient vos boutiques, est-ce qu'ils vous ont... Quand je dis vous, c'est la ville du Marin, avant vous, bien évidemment. Parce que vous semblez dire que là, maintenant, il n'est plus question qu'on vous paye avec des années de retard, mais est-ce que ça a été le cas? Alors, il faut que j'explique les choses, c'est important. Ouais. J'ai voulu, moi, qu'il y ait un port de plaisance marin. Donc, je ne vais pas le nier, je n'étais pas ceux qui plantaient les cocotiers. J'ai voulu. Et en 90, j'étais là, j'étais élu. Ouais. En 90, on signe la première délégation, qui a commencé ses effets en 1991. 25 ans. En 2000, j'étais là, dans l'opposition, mais j'étais là. Ouais. Et je n'ai pas voté contre. Okay. Donc j'étais pour qu'il y ait, je parle du port de plaisance. Donc nous avons 2 délégations. Une qui commence en 90, ils ont 91, et l'autre qui commence en 2000-2001. Sur 25 ans des deux. Ce qui est arrivé récemment, donc ça se gérait, bon, on a commencé par de petites sommes. Alors c'était quoi? Je parle du port de plaisance. Voilà une partie de mon territoire que je vais aliéner. Enfin, aliéner le mot, ça veut dire que je vous mets à votre disposition. Vous faites les investissements, et après 25 ans, tout ça, c'est à moi. Ouais. Donc, on va faire une cote, des cotes, des amortissements restants, etc. Et après 25 ans, c'est à moi. Sauf qu'il y a quelques années, donc en 2018, donc ça se passait, même si ce qu'on recevait, la redevance était peanuts, c'était 60 000 € pour commencer, et puis bon voilà, c'est passé à 100, 125, et puis aujourd'hui on est à 150. Par an? Par année, année. Ouais. Sur un chiffre d'affaires que je ne peux vraiment pas estimer. Il faut dire des choses, puisque la SAEPP, qui gère le port de plaisance, n'est pas une société dédiée. Alors, c'est peut-être compliqué. Ce n'est pas la seule activité de la SAEPP. Ça veut dire que ce n'est pas une société dédiée. Mais bon, grosso modo, c'est des gens qui font... Vous estimez le chiffre d'affaires à combien? À 5 millions. Ouais, à peu près. Non, je n'estime pas. C'est ça. Je pense qu'on m'a mis sur le papier et que je vais vérifier très bientôt. D'accord. Si on ouvre la parenthèse. Oui, il faut. On est en pleine politique là. J'ai appris à compter à l'école. On me dit 10. Si je dis 10, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ouais. Si je dis 2 fois 5, ça fait 10. Ouais. Donc 5 bateaux à 2 €, ça fait 10 € de revenus. Je veux voir ça. Mais ouais. Alors, quand on me donne le chiffre d'affaires, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Je veux savoir comment informer le chiffre d'affaires. Comment on arrive à ce chiffre-là. Surtout parce que la société n'est pas dédiée. Elle fait autre chose. Elle fait autre chose. C'est une société dédiée, tout ce qui est dedans, c'est à toi. Donc, tu ne peux pas te tromper. Sinon, la personne triche. Mais comme la société n'est pas dédiée, donc il y a d'autres activités. Mais qu'est-ce qui est dévolu? Qu'est-ce qui est pour le marché qui est là? J'en sais rien. Bon. D'accord. Ça va se régler. Okay. De toute façon, il y a des gens intelligents partout. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis en train de répondre à la question. D'accord. Non, j'y arrive parce que on a notre temps. On a dit ça, voilà. On a notre temps. Il faut expliquer les choses parce que, en même temps, l'ancien maire s'est battu aussi à la fin. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pourquoi je veux dire... L'histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Tout le monde était bien, mais après, j'ai constaté que tout le monde n'a pas été bien. Quand je suis arrivé, c'était pas... C'était pas le grand amour. Loin d'être le grand amour. En 1990, en 2018, conseiller municipal, je vois arriver sur la table, on casse la DSP. Alors, moi, je vote, ok, je suis pour. Hein. Oui. À 2000.
Attends, on a aliéné toute la baie du Marin pour des cacahuètes, là, 150 000 euros, 125 000 euros, avec tout ce qu'il y a comme nuisance et que la ville doit assumer. Ah oui, Rodolphe, rassurez-vous, hein. Pas de problème, je te suis. Alors, casser la DSP, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que vous rompez l'accord. Le contrat. Vous cassez le contrat. Une délégation de service, un contrat passé entre la ville et qui met un délégataire, mais ne pas oublier que le port de plaisance du Marin appartient à la ville du Marin. Tout à fait. Nous, à l'Oïbaï. On dit ça comme ça. Et en 2018, je suis content, hein, je découvre ça. Alors, je ne connais pas les tenants aboutissants. En tous les cas, je lis les attendus de la délibération et je vois marqué dessus. En 2014, nous avons fait, vous avez obligé à faire un avenant au contrat parce que je parle de 90-25 ans. Ça devait se terminer en 2016. Oui. D'accord, on est d'accord. Ouais. Bon. Et là, on est en 2018. On est en 2018 et il s'est passé 2014 et c'est passé 2016. Et le maire qui était là, il dit, mais attends, il dit, bah, qui n'est pas clair, je ne peux pas comprendre ces chiffres-là, il y a le bagage, on a senti qu'il ne m'a pas touché. Non. Vous savez, on ne s'entend plus. Ouais. Mais pourtant, je pense qu'ils avaient d'excellents rapports avant. On ne s'entend plus. On arrête là les frais, on casse. À ce moment-là, on casse pourquoi? Pour des raisons. Il attaque sur des choses qu'il ne comprend pas, comme moi aujourd'hui. Et deuxième chose, il dit, mais 2014, l'avenant, mais elle était complètement hors la loi. Je ne pouvais pas faire un avenant de 10 ans, puisqu'on a fait un avenant de 10 ans, jusqu'à 2026, pour que les deux s'arrêtent en même temps. Alors que la loi prévoit sur le DSP que l'avenant ne peut pas dépasser 7% du temps. Donc il dit, monsieur le préfet, vous avez validé quelque chose là. Et on lui dit, ah mon vieux, il y a 10 ans qui passait, c'est passé à l'heure, on ne va pas revenir sur l'équilibre de la DSP, enfin bref. Et lui, il s'arc-boute derrière, j'aurais fait comme lui d'ailleurs. Hein. Il s'arc-boute derrière en disant, mais non, je vais casser ça, etc. On lui met des pressions énormes. On battait là, mais moi ça. Quand vous dites on lui met des pressions. Ah ben l'État. L'État. La Chambre des comptes, la sous-préfète lui écrit. Parce que je sais, parce que si on veut être au pouvoir un jour, il faut qu'on se parle. J'ai parlé longtemps avec le maire du Marin avant d'arriver là. Donc je veux savoir que je sois élu ou pas. Je suis élu de la ville, je demande un rendez-vous et on parle des problèmes de la ville, ça m'est arrivé. Et il vous a confié qu'il avait reçu des méga pressions pour ne pas casser. Il m'a raconté l'histoire. Ouais. Je dis, c'est même pas une confidence, parce que je suppose qu'il a dit tout ça à ses élus. C'est même pas sur le ton de la confidence, mais il échange avec moi sur qu'est-ce qui se passe, puisque j'ai voté une délibération en faveur de ce que tu disais, je veux en savoir plus. Ça se passe en 2018. Il subit beaucoup de pression. Et tout compte fait, les conseils du délégataire et les conseils de la ville finissent par se voir sous la pression, on rencontre les actionnaires, bref, on fait une sauce et on retient que, attends, c'est pas dans notre intérêt à casser aujourd'hui, parce que. Donc, ma charrière, on recule ouais. et on enlève la délibération. Et là, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, on n'enlève pas la délibération comme ça. Parce que... Alors, il faut que les gens qui nous écoutent, ça c'est fantastique comme témoignage, parce que c'est ça la politique. Hein? La politique, c'est ça en fait. Je cache non, c'est une réalité. Ouais. Et je pense que lui, il avait de la pression. Je ne sais pas quelle pression, mais en tous les cas... Enfin, vous nous avez dit quels étaient les gens qui pressaient quand même. Hein? Oui, mais il y a des raisons de presser. Ouais. Ah oui. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Sait qui a pressé, mais on ne sait pas pour quelle raison on a pressé. En tous les cas, la ville du Marin est suffisamment endettée, parce que la ville du Marin, à ce moment-là, est très endettée, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et vous n'avez pas intérêt à faire ça. Vous savez, vous gagnez déjà 150 000 euros. C'est déjà pas mal. Estimez-vous heureux. Et puis, il ne faut pas chercher à faire plus que ça. Voilà. Je pense, je vais simplifier, je pense que c'est ça qui est dans leur tête, sans aller plus loin. Alors, revenons, on referme la parenthèse, mais on y reviendra. On n'a pas fini. Hein. Ah bon, c'est pas fini? Non, pas fini. Allons-y. Cette histoire-là est importante pour la suite. Oui. Et donc, le maire du Marin arrête et le délégataire se dit, mais attends. Le gars c'est le truc. Mais s'il casse, il nous doit les années à courir, il nous doit 8 ans, ça finit en 2026. Donc, il me donne le dédit de 8 ans que je n'ai pas gagné. Et puis, en plus, tous les amortissements de ceux que j'investis, il me le donne, ça fait 20 millions. Et on appelle Rodolphe, il dit, non, ton histoire là, tu refais le conseil municipal, dit, OK, on en a la délégation. Non. Tu casses tout, tu me donnes 20 millions.
Ah, d'accord. oui. Donc, c'est reparti encore à l'envers. Oui, le délégataire dit non, on s'est vu avec nos conseils, toi tu as fait marche arrière et puis la pression était sur toi, tu dis que à ton conseil municipal maintenant, bon, on enlève la délibération, on vient au point initial, donc on laisse courir comme c'était. Non, je suis pas d'accord. Donne-moi 20 millions, mon vieux. Et puis casse ton truc. Je suis d'accord pour casser. Ça c'est le délégataire. Ça c'est du vrai, hein. Je n'invente rien là. Ouais. Et alors on peut m'attaquer, hein. Je suis du vrai. Donc à ce moment-là, ouais, ben écoute, on casse quoi. Que ça coûte peu. On recasse. On recasse. Oui, on recasse. On recasse puisque c'est nous qui avons dit en première fois on casse. Et l'autre dit maintenant ma réflexion est faite. Oui, je suis d'accord. Ouais. Donc de toute façon vous allez vous casser, on ne s'entend pas, pour pas pouvoir continuer, vous cassez. Donc on recasse. En 2019. Qui ça qu'a roulé là? Enfin bref, je suis spectateur parce qu'à un moment j'ai décoché. Hein. Et en 2020, je veux le reconnaître, j'étais absent en début d'année 2020. Je pense qu'il a recommencé, on a commencé à subir les mêmes pressions parce qu'il a cassé. Ouais. Il a l'affaire du carénage qui est tombée. Ouais. Et tout ceci a fait une sauce. Et en 2020, je rate le conseil municipal. Bon. Où on enlève la délibération encore une deuxième fois. Non, c'est la vérité. Non, mais c'est un feuilleton, ce truc-là. C'est un western. Et du coup, ouais. nous sommes en juin entre le premier et deuxième tour. Je suis sur le plateau de télévision en face de Eddy Marajo. Ouais. Et je dis, mais vous voyez, la DSP est cassée, puisque c'est ce que j'avais en tête. La dernière fois que je l'ai fait, je l'ai cassé. Ça devait se terminer en février. Donc j'ai dit, vous vous rendez compte qu'en fin février, on a ça sous notre dos à gérer. À peine arrivé en mars, ouais. On a quelque chose qui est cassé. Et là, je reçois un coup de fil qui me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui est cassé? Enfin bref, je vais passer les détails. Mais en toute honnêteté, je devrais être au courant, je suis élu. Mais j'ai pas lu le conseil municipal. Surtout que ça a dû se faire... Mais surtout que je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Puisque j'étais tellement content que c'est cassé, parce que je voulais que la transparence dans ça. Bon, on avait pris suffisamment de temps, 6 mois, pour pouvoir travailler les choses, etc. J'ai bien vu qu'on n'avait rien fait au niveau du conseil municipal non plus, pour avancer, pour regarder quelle structure, faire un bureau de travailler dessus pour prendre la suite. Enfin bref. Et je dis, ah bon, c'est pas cassé? Alors je me rapproche de la ville, je me dis, ouais, effectivement, au conseil municipal en janvier, c'était juste avant les élections. Bon, voilà, c'est cassé. Donc ça veut dire qu'on repasse à la phase 0. Donc, maintenant, je reviens à ce point-là. Donc, ce que je trouve... C'est vous le maire, maintenant. Voilà, je suis le maire, je trouve une délégation. Je dis tout. Parce que je ne cache rien. Parce qu'il y a un super gendarme qui est venu, parce que vous savez bien, le marin, on a eu la visite des super gendarmes. J'ai eu 2 fois la visite des super gendarmes, on était assise. Le super gendarme me dit, il ne faut pas me dire que vous ne savez pas quelque chose que vous savez. Parce que si on apprend que vous savez... ça va aller mal pour vous. Ouais. Donc, vaut mieux me dire ce que vous savez et ne me dites pas ce que vous ne savez pas. Donc, je ne peux pas dire que je ne sais pas. Et ce que je sais, je le dis. Et je n'ai pas de problème avec ça. Et là, qu'est-ce que vous nous dites? Et je dis, quand j'arrive, je prends les choses en main et puis, bon, j'ai des délégataires. C'est quand même important, la ville, des retombées de ces deux entités qui est le carénage et le port. Donc, on met le carénage de côté pour l'instant. Ouais. Je quand même dit qu'il y a une instruction, je vais rester dans ce cas d'instruction quand Tout même. à fait. Et... on reçoit les gens, on discute, mais on me propose de casser. Donc le délégataire est toujours sur sa position de casser. Oui, je pense qu'il pense qu'on ne s'entend pas. Hein. Ouais. La ville du Marin ne s'entend pas avec lui, donc ce n'est pas la peine de perdre. Financièrement, pour lui, c'est peut-être plus simple. Ouais. Moi, je fais auditer, je veux savoir. Mais je suis désolé de dire, hein, on fait auditer des auditeurs, le meilleur auditeur, c'est soi-même. Hein. On paie des AMO, on paie des gens, des spécialistes. Si vous me dites 2 plus 2 égale 4, je n'ai pas besoin de payer 30 000 € pour ça. Ouais. Je sais faire ça moi-même. Donc on a payé encore une fois de l'argent parce qu'on a trouvé que le rapport n'était pas du tout bon. On fait auditer pour savoir où je vais. Ouais. Bon, il y a une partie de l'audit qui va me servir, c'est les projections du futur, mais l'évaluation du présent. Du bien, oui. Ouais, non, on va pas aller ça. Donc j'ai fait autrement. Hein? Pour l'instant, on a fait autrement. Donc, on a audité, on n'a pas eu plus de choses que ça. Et bien maintenant, la situation est... voilà, j'ai une délégation qui finit en 2026. Ça ira jusqu'au bout. Ouais. Avec ce que je gagne.
même si je ne gagne pas assez. Je demande simplement de vérifier les chiffres qu'on me donne. Je veux les chiffres, vraiment. Donc, en fait, pour simplifier, la mairie, comme elle n'a pas intérêt financièrement à casser, elle a enlevé la rupture. Donc, vous êtes toujours sur cette position, c'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout. Oui. C'est bien ça, vous allez jusqu'en 2026. Par contre, vous avez un délégataire qui, si vous lui dites on casse, il est super content. Oui, il sera super content. Mais là, en l'occurrence, vous lui dites non. Non, pourquoi je ferais ça? J'ai d'autres choses à faire. Aujourd'hui, comme ça, c'est... Tu l'as mon ingrédient, moi manger, ma bague, mais plus, ma gagne toujours. Donc, on me donne aujourd'hui 180 €, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Je prends ça tranquillement et puis je fais avec ce que j'ai. En même temps, ça me permet de réfléchir parce que aujourd'hui, si je casse tout ce que j'ai comme investissement à faire pour le marin, parce qu'il faudra trouver une banque pour m'accompagner. Ouais. Ça va coûter quelque chose quand même en 2026, quand on va s'arrêter, il y aura un compte à faire. Donc, on aura toujours quelque chose à payer pour pouvoir finir avec la délégation. Là, aujourd'hui, on est à 15 millions toujours. Il y a une réalité quand même. Ouais. Il y a un dédit si on casse, obligatoirement, le temps qu'il reste à courir, les pertes qu'il a eues, plus tout ce qui est en amortissement. En fait. Donc aujourd'hui, pour sortir du marché, vous allez devoir faire un chèque. Quel que soit, même à la fin de la délégation. Donc si on sort de 15 millions, je sais que ce 15 millions-là, n'importe quelle banque peut le prendre, puisque vu le chiffre d'affaires généré par l'affaire, on peut payer... Là, c'est 3 ans de chiffre d'affaires. 3 ans de chiffre d'affaires, plus ce qui reste, on peut payer tranquillement sur 25 ans après. J'ai pas de problème pour payer ce dédit-là. Et puis, la gestion de tous les jours nous permet de vivre. Non, mais il y a d'autres choses à faire. Donc, pour ça, c'est carré la délégation du pôle de plaisance. Heureusement qu'on a ouvert cette parenthèse-là. Vous avez vu le temps que ça a duré. Oui, mais quand on bien expliqué. Voilà, mais tout le monde... Là, je pense que tout le monde a bien compris, parce que les gens se posaient plein de questions. Donc, revenons à ma question principale. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une ville, a priori tranquille, qui n'investit pas de manière délirante, arrive à sortir des clous? Et ma question, elle ne concerne pas que le Marin. Et vous êtes maintenant dans d'autres instances que le Marin. Vous êtes à l'Espace Sud, qui a aussi des problèmes financiers très importants. Ça, c'est plus facile à comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense il faut expliquer à nos concitoyens. La ville ne peut donner que ce qu'elle possède. Ouais. Il faut que nos compatriotes comprennent. Il y a un volet, il y a des politiques publiques à mener. Il y a un volet social à mener sur le territoire. La ville ne peut pas tout faire. La ville peut faire échelonner sur 20 ans, sur 100 ans. Ouais. Mais la ville ne peut pas faire pour tout le monde en même temps. Donc on est obligé de faire des tris. Le tri, c'est les conditions sociales. Donc on a un CCAS pour ça, qui viendra analyser. Et c'est comme ça que je travaille. Donc, ce qui est social, de ce qui est aide à la population, c'est ça, qui a un budget contraint, et on penche dedans. Multiplier 37 par 150 000 par année, ça fait combien d'argent? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 3,7 millions plus 1,8 million, ça fait 5 millions et quelques. 37 ans. Si chaque année, vous avez payé 250 000 €, cumulé, ça fait 3 millions, 7 millions. Et on n'a jamais pu rattraper le temps comme ça. On a fait comme si on avait plus d'argent qu'en réalité, c'est ça? En fait, quand le jeu du Marin, on ne va pas m'en vouloir de dire ça, c'est d'avoir équilibré tout le temps ses budgets avec des ventes de terrain. Ah, c'était ça la ressource? Ah oui. Ouais. En fait, on a un patrimoine, on a de la chance encore. Et je rappelle, pour faire de la télé, pour appeler, le patrimoine du Marin a été créé depuis Nani Nana. Ce n'est pas la dernière municipalité qui est passée qui a acheté. Depuis Bonao, depuis Châtelain, Bonao, Charon, tout le monde a acheté. Et ça a constitué un patrimoine. Alors, pour qu'on explique bien aux gens, quand vous dites le patrimoine, c'est-à-dire que la ville achète des terrains à des privés, c'est ça? Oui, à des privés, puis ils mettent là en réserve foncière. Donc, ça a commencé depuis Mathusalem. Et donc, vous aviez allez, soyons fous, vous aviez des centaines d'hectares. Ah, ben écoute, par exemple, d'ailleurs, le président de la CTM va m'entendre bientôt, on va discuter. L'assiette du lycée de Montgéral, ça appartient à la ville du Marin. L'assiette du collège à Montdésir, ça appartient à la ville du Marin. Pour les deux, ça fait 3,7 millions de terrains qu'on n'a jamais touché, par exemple. Sauf s'il y avait une mise à disposition gratuite. Non, j'ai essayé de négocier ça avec Marie-Jeanne en partant, en disant on faisait un troc.
Il a dit non. Il y a du mal à accepter qu'on donne de l'argent pour faire un lycée. Mais le lycée, c'est pas un lycée du Marin, c'est un lycée de la zone. Tout à fait. Le collège aussi, c'est un collège de la zone. Donc aujourd'hui, ça se négocie. On ne va pas se battre 10 000 fois pour l'éducation de nos enfants. Je pense en parfaite intelligence, on va enfin sortir ce patrimoine qui n'est plus à nous, réellement, le mettre à qui il lui appartient. Et on verra dans quelles conditions. C'est tout à fait normal que la CTM soit propriétaire de ces terrains-là. C'est les conditions qui restent à négocier. C'est les conditions qui restent à négocier, mais ce sera dans le respect de mon engagement pour mon pays. Il est comment, le Timi, par rapport à ça? Je n'ai pas encore parlé de ça, il vient d'arriver. Non, mais j'ai aucun problème. C'est un problème qui gagne du problème. Non, mais je ne sais pas si Prenons le temps. Je ne sais pas s'il y a des problèmes parce qu'avec Marie-Jeanne, je n'avais pas proposé une vente. J'avais proposé d'échanger avec des choses. Voilà. Donc, je n'ai pas proposé. Alors, ma question, il y a combien? C'est assez rare que des villes aient un patrimoine aussi important que vous. Moi, je regarde une ville comme Schellcher, c'est Rikiki. C'est ça notre chance. Fort-de-France, c'est Rikiki. Donc, vous. C'est ça notre chance. C'est combien? C'est quoi, le patrimoine? Ouais, pas en valeur, mais. Notre terrain, là, aujourd'hui, j'évalue le terrain du Marin à 8-10 millions. Voilà, ce que nous possédons. Donc, je vais faire partie. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Ça fait beaucoup de mètres carrés. Ça fait beaucoup de mètres carrés. Et là, j'ai acheté encore là. Ah, donc Oui, j'ai acheté pour deux raisons. J'ai acheté parce que je vends, et je remplace déjà une partie de ce que je. Parce que j'achète pourquoi? Pour faire mes écoles, je ne pouvais pas construire mes écoles là où j'avais du terrain. D'accord. Parce que c'était pas constructible, quoi. Oui, c'était constructible. Ouais. Vous savez, j'ai la chance c'est mon métier, d'être aménageur aussi. Donc l'aménagement, c'est pas faire un bâtiment à un endroit et puis ça fonctionne. Ouais. Le Marin a toutes ces écoles concentrées à un endroit. C'est au Beau, près du Fort. Donc, le mix A, le mix B. C'est quasiment toutes les populations de Montgomier, de Dupré, de Tocnay, qui descendent. Ouais, de Macapon, de Montrouge, Mont-Sulpice, Montgéral, Le Beau, la Agnès. Tous ces gens-là, ça fait un bassin énorme de population, pratiquement 2 tiers pas loin. De population qui sont ces deux écoles-là. Et puis 2 écoles de quartier qui sont l'école du Pérou avec 6 classes, l'école du Cap avec 8 ou 9 classes. Voilà. Aujourd'hui, j'ai refait ma carte scolaire avec la communauté éducative. On a rebâti une carte scolaire pour le futur. D'accord. Et en même temps, je veux résoudre un problème. Vous êtes venu au Marin la journée, vous pouvez entrer, c'est infernal. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, aux heures de sortie d'école. Ouais. Donc, on a allégé le trafic dans le Beau en mettant tout le bassin nord-ouest de la ville au nord-ouest. Donc, tous les gens qui habitent au nord-ouest vont à l'école au nord-ouest. Ceux qui sont au centre-ville iront à l'école au centre-ville et les 2 écoles vont rester là-bas. Et on a augmenté les capacités en fonction d'une prévision d'augmentation de la population. Ça, c'est le chef d'entreprise qui parle, là, j'ai l'impression. C'est le chef d'entreprise. Il y a une partie chef d'entreprise, il y a une partie humaine, une partie relationnelle qui est le maire. Mais pour l'instant, il faut gérer. Il faut gérer l'organisation. Ce n'est pas le chef d'entreprise, c'est l'aménageur qui dit, pour aménager, il faut des choses. Et il faut aussi des espaces. Là où on a construit nos écoles, il faut que les enfants puissent utiliser des aires de jeu pour ne pas avoir un bus à aller sur le terrain municipal chaque fois. Ouais. Donc tout ça, j'ai tenu compte de tout ça pour donner 4 pôles scolaires pour le Marin. De manière équilibrée et à ne pas concentrer... Et vous avez la bonne nouvelle, je vais construire toutes ces écoles-là dans le mandat. Donc dans moins de 6 ans. Moins de 6 ans. Ouais. Et il y a 3 écoles qui sont terminées dans moins de 3 ans. Et on a trouvé aujourd'hui 26 millions. Bon, alors là, attendez, on est dans la magie, là. Pas de la magie. On va aborder ça, d'ailleurs, tout à l'heure, mais on est dans la magie, José Miron. Vous arrivez dans une ville qui est plombée, super endettée, qui doit de l'argent à ses fournisseurs, qui doit de l'argent à ses banques. Faut dire, hein. Attendez. Je dresse le portrait pour que les gens comprennent. Et là, sur ce plateau, vous nous dites, vous inquiétez pas, on a trouvé 26 millions et on va construire ces écoles. On va construire ces écoles. Comment vous faites? Parce qu'il y a d'autres, vous savez qu'il y a beaucoup de maires qui regardent cette émission. J'ai 3 écoles qui se terminent en 2026, non, en 2023. Ouais. Parce que les fonds européens dégagés, si je ne finis pas en fin 2023, et une qui va se terminer fin 2025, fin 2026. Pourquoi? Où ça que vous avez pris cet argent? On va expliquer, puisque Mazagaï est touché. Pour expliquer la chose, c'est là j'ai un petit problème avec cette organisation.
dans nos administrations, des municipalités, peut-être la CTF, on fait souvent appel aux AMO, mais on a du personnel qui est compétent. Ouais. Je répète ça aussi, j'ai encore répété ça au président de l'Espace Sud. On a des gens compétents, déjà plus compétents que les AMO chez nous. Et on prend un AMO et puis on regarde faire l'AMO. Mais non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Souvent, qui vient souvent de l'extérieur de la Martinique. Vous savez. Bon, on m'a ajouté ça, On est dans un marché ouvert, un marché national, un marché européen. Voilà. Oui. Mais quand on met... Alors, profitons-en pour régler quelques comptes. Quand on met dans le CCTP, pour les gens qui nous écoutent, dans le cahier des charges de l'appel d'offres, quand on met déjà des trucs du style billets d'avion, transport, hébergement... Les CCAP, celui-là. Oui, non, mais là, vous êtes d'accord avec moi. Quand vous mettez tout ça... Moi, quand je regarde les appels d'offres européens, il n'y a pas ça dedans. Hein. Oui, mais souvent, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'on ne pense pas 2 minutes qu'un Martiniquais peut avoir des trucs en Moselle. Pourquoi vous mettez ça? Mais moi, je veux dire à mes amis, députés et sénateurs, occupez-vous de ça. Ah, déjà. Que dans les marchés nationaux... Il y a ça. Comme Martiniquais puisse dire, ben voilà, je vais dépenser tant d'argent en hôtel, etc. Parce que j'ai longtemps appliqué les règles neige et vent en Martinique. Hein. Non, c'est la vérité. Demandez à nos amis. Bonjour Didier, bonjour Jean-Yves Bonner. Oui, parce que vous avez répondu à pas mal d'appels d'offres. Ah oui, neige et vent. Les règles d'offres, c'est les règles. Oui, voilà. Neige et vent. Allons dire ça aux gens. Les amis ont fait un sacré travail avec Didier. Toute une bande, hein. Ouais. Je crois qu'il y a Yann dedans. Ils ont toute une bande qui sont en train de travailler sur la norme de chez nous. Ouais. Aujourd'hui, la norme n'est plus 250 km/h parce que la réalité, une petite parenthèse, si on souffle à 400, il va arrêter à Martinique, puisque tout est normé. Là, on parle, pour les gens qui nous écoutent, on parle des cyclones. Voilà. Si un cyclone arrive à 400 km/h, rien n'est dimensionné pour ça. Ouais. Ceux qui résistent, c'est des gens comme moi qui ont surdimensionné parce que je sais que ça peut aller au-delà. Ouais. Mais sinon, on va faire comme la Dominique. Hein, la Dominique ou les Bahamas. Ça vole Bahamas, il reste plus rien. Et c'est pourquoi je dis attention à nos constructions préfabriquées. Ouais. C'est des objets volants qui sont là. À 300 km/h, il reste pas. Le poids de ce truc-là, s'il n'est pas ancré et qui est arraché au sol, là, ça vole comme un oiseau. Oui, bon, c'est la dalle qui va rester au sol parce que tout ce qu'il y a au-dessus va voltiger à 300 km/h. On le sait. Alors, je profite de l'occasion de faire un petit peu d'étalage de ce que je sais, puisque ça m'a dit. Quand le vent souffle, quel est l'effet du vent sur la toiture? Eh bien, le vent aspire, contrairement à ce qu'on pense. Et quand on fait de la voile, je suis un voileux, on a l'impression, quand on est sur la mer, le vent pousse. Non, le vent suce le bateau. Ouais. C'est ça l'aérodynamique. Il tire le bateau. C'est quand d'ailleurs, on peut aller plus vite que la force du vent. Tout à fait. Quand on est en bateau, on va aller plus vite. Donc, si on arrive à faire un écoulement laminaire entre les deux voiles, là, les gens sont pliés. Les gens sont pliés, là. Il dit, mon pas de simple que je sais que t'es fort dans Bagaïta. Ah non, mais je suis un voileux à mort. Hein. Je suis un compétiteur de voile. On en parlait sur le faux. Et aujourd'hui, quand on a des règlements comme ça, c'est particulier. Donc aujourd'hui, il faut nous demander, même moi en tant que maire, je vais demander un coefficient pondéré un petit peu plus de ce qu'on fait, parce qu'on sait que les normes, je sais qu'il y a un gros travail qui est fait d'ailleurs, qui vont s'appliquer. Ici d'ailleurs, le séisme était à la mode en 92, la première fois. Ouais. On n'avait jamais travaillé sur le séisme. Et à ce moment-là, on a constaté qu'il fallait faire un frétage des aciers au nœud. C'est-à-dire qu'il fallait augmenter les aciers des forts tranchants, c'est-à-dire dans les bâtiments, les cadres. Il fallait les rapprocher au nœud. C'est les fameuses normes, les fameuses normes contre le séisme. Voilà, donc ça ne va pas empêcher des désordres dans le bâtiment, mais ça va empêcher que le bâtiment s'effondre. S'effondre sur les gens qui sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle toujours de parasismique, pas d'antisismique. Parce qu'on ne pourra pas ne pas empêcher des désordres dans le bâtiment. Alors pour revenir à... C'est pas un miracle, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, puisque il faut dire une chose aussi, je le dirai. J'ai repris mes activités professionnelles au mois de février. D'accord? Donc, je suis revenu à Saint-Pierre travailler. Parce que... on va faire une petite boucle sur Saint-Pierre, parce que vous travaillez, et vous avez travaillé très longtemps pour un grand groupe. Ça fait 30 ans. Un grand groupe martiniquais. Ça fait 30 ans, oui. On va y revenir. Général. Et aujourd'hui, j'ai repris mes activités
Parce que pour moi, c'est important. Je ne suis pas en retraite. Ouais. Je n'ai pas encore choisi de faire la politique comme activité à temps plein. Donc, je me sens bien de passer mes 2 jours à Saint-Pierre en présentiel et de travailler toute la semaine, puisqu'on fait beaucoup d'exports, ça se passe comme ça. Mais je fais de la présentielle 2 fois par semaine. Ce qui est important pour moi, c'est que pendant 1 an, j'étais maire et employé de la ville. Voilà. Ah bon? Voilà. Je me suis mis employé de la ville. J'ai donné à la ville de ce que je sais faire moi. Ouais. Et j'ai constitué autour de moi, la première chose que j'ai fait en arrivant, j'ai fait un organigramme. J'ai restructuré ça. C'était de la magie. Hein. En 5 mois, j'avais déjà mis, toi tu fais ça, mais non, tu es mieux à faire ça que ça. Ouais. Mais non, j'ai toujours fait ça comme ça. En fait, c'est bien que je suis là. Donc, j'ai pris le pouls de chacun, pesé les potentialités des gens et on a mis tout le monde au travail. On a rencontré les syndicats, l'organisation du personnel. Faites attention, José, cette histoire de mettre tout le monde au travail, vous savez que ça a coûté sa place à un certain nombre de maires. En fait, il y a des gens qui étaient peut-être pas au bon endroit, c'est ça? Tout le monde au travail. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne travaillaient pas, en fait. Oui, il y avait des gens qui ne travaillaient pas. Alors, non, ce n'est pas de leur faute. Oui. J'ai trouvé des gens qui étaient là, on m'a mis là, on m'a dit... Au placard. J'ai trouvé des gens au placard, il faut le dire. Okay. Je n'ai pas de mal à dire ça. Ouais. Et c'est malheureux. J'ai trouvé des gens atteints psychologiquement, profondément. Burn-out, dépression, etc. Donc, ils sont revenus. Okay. Je ne me dis pas, je n'ai pas fait de merde, ils sont revenus et je suis très satisfait de leur travail. Je sais ce que je dis. Alors, j'ai mis de l'organisation. Remettre les gens au travail, ça veut dire, si on est entraîneur de foot et tout le monde est avançante, début en boule partie, but, hein, il n'y a pas d'arrière. Donc, mettre les gens, l'équipe au travail, c'est-à-dire organiser. Chacun a son boss, la bonne personne au bon endroit. Est-ce qu'on travaille efficacement? C'est pas parce qu'on travaille qu'on travaille efficacement. Donc, mettre les gens au travail, redistribuer les tâches, mettre des directions, mettre des sous-directions, mettre des services. Et j'ai fait ça. J'ai proposé au conseil municipal un organigramme, ça se passe, et j'amende au fil du temps, j'apprends à connaître les gens. Et quand je fais cet organigramme, je mets une cellule ADS. Activité, développement, stratégie. Alors vous rendez les choses super compliquées pour vos employés municipaux, là. Vous introduisez une terminologie entreprise dans une culture de service public. Oui, il faut ça. Ils sont traumatisés à tous les coups. On fait de l'aménagement, on fait du développement et la stratégie du développement. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, et ils comprennent? Ah, super bien. J'ai un service qui carbure. Ouais. Ce qu'on a sorti, on a établi un peu de développement stratégique, un BDS pour la ville sur les 12-15 prochaines années, qui coûte à peu près 100 millions. Hein, à peu près. Ça existait avant vous, ça? Non, mais moi, non, je ne cherche pas à dire ce qui n'existe pas. Moi, non, mais je ne pense pas. Je ne pense même pas au Marin. Je pense à toutes les villes de Martinique. J'ai fait une projection, le Marin, dans les 20 prochaines années. Et ça va me coûter combien en investissement public? 85, c'était le premier chiffre, on est arrivé à 100 millions pour se mettre à flot d'une ville qui possède des équipements dignes de ce nom. Donc, c'est à planifier, pluriannuel. Et quand j'ai fait mon PDS, quand j'ai vu le chiffre... Vous avez gratté votre tête. Ils n'ont pas ni grand-chose. Et je dis, punaise, et je me suis mis au travail. Je dis, mais il y a quelque chose qui me hante la tête, c'est nos enfants. Je dis, s'il y a un séisme majeur dans ma commune, qu'est-ce qui va arriver? Ces bâtiments-là tombent. Oui. Surtout si ce séisme arrive de jour. Oui, ce bâtiment. De nuit, ça va, ils sont chez leurs parents. Je pense toujours travailler dans le cas le plus défavorable, sinon c'est trop facile. La journée. Sinon c'est trop facile. Il faut travailler toujours la journée pendant la période d'école. C'est comme ça qu'il faut penser. Si on pense que par chance ce sera la nuit, et puis après, c'est pas un bon calcul. Il faut penser au pire. Et tout le temps en campagne, je le disais, et si, et comment je serai moi? Nos enfants en dessous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le paquet sur nos écoles. Que au moins là, parce que si une génération comme ça disparaît, c'est le pays qui disparaît, puisqu'il y aura un trou énorme dans les générations. C'est ce qui s'est passé avec la montagne Pelée et le Bumidum. Voilà. Aujourd'hui, on en paye. On a un trou énorme et même si beaucoup moins disparaît, c'est pas grave. C'est la logique du temps. Tu vois, ça s'est remplacé. Puisque il y a déjà les remplaçants. Mais ça, si on fait ce trou-là, on va attendre du temps pour remplacer ça. Donc, c'est cette réflexion profonde qui me dit nos écoles. Donc, je rencontre tous les partenaires possibles et inimaginables.
la DIA, la CTM, Fonds Barnier, Fonds européen, plan de relance. Et il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais il faut des dossiers. Parce que pour sur un dossier, il ne faut pas mettre un conseil municipal. Alors, on va faire une école, ça coûte 10 millions, donc tant pour la CTM, tant pour ça, tant pour ça. Qui dit oui, qui dit non, on a voté. Et c'est dans le placard. Non, il faut aller chercher l'argent derrière. Il faut aller chercher l'argent derrière. Il faut d'abord dire à son conseil municipal, voilà l'orientation, mais pour dire à son municipal qu'on veut ça, il faut un dossier. Il faut faire un chiffrage. Donc, avec ma cellule, on s'est mis, on a chiffré les 100 millions. Et on a chiffré, ça veut dire que... Vous-même, pas faisant appel... Non, nous-mêmes, dormis, levés, nous-mêmes, concentrés, avec des employés de la ville, les mêmes qui étaient là avant, on ne pas prendre en plus. C'est important. Les mêmes qui étaient là avant pour dire qu'à travail. Hein? On est d'accord? Donc, on s'est mis là, et puis, on a rédigé le PDS, le plan de développement stratégique de la ville, et puis on a phasé. On a dit, voilà, on va travailler sous cela d'abord. Et on a vu, on dit un petit peu gros, 52 millions. Bon, on n'est pas arrivé. On est arrivé à 26 et on a pu financer 26. Et c'est tombé. Pont Barnier, plan de relance, FEDER, CTM, un peu d'espace. Et puis, oui, mais dites-moi, José, cet argent, il va tomber ou il tombe. Mais on est bien d'accord. J'ai déjà toutes mes arrêtés de suspension. Oui, non, mais pour que les gens nous entendent bien, une bonne partie de cet argent va arriver quand vous allez redonner les factures. On est bien d'accord. Non, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut qu'ils comprennent, parce qu'on leur a dit, tout ce qui est subvention, le plus souvent, c'est pas fini. Après. C'est pas fini. Parce que ce que tu dis là en ce moment, c'est le plus important. C'est pas tant d'avoir les subventions, mais comment payer les entreprises, puisque ça tombe pas tout de suite. Tout de suite, ça tombe après. En temps masqué, c'est le mot qu'on emploie, mais en même temps, pour dire ça, en même temps, il faut aller chercher ceux qui vont nous accompagner financièrement. Les banquiers. Les banquiers. Et l'État a un banquier. L'État a un banquier, même deux, la Banque des Territoires. Des gens puissants. L'AFD, la Banque des Territoires. D'ailleurs, je dois entrer en contact avec un autre. Et il y a des banquiers de la ville aussi, on aurait pu aller là. Mais en même temps qu'on fait nos chiffres, on est allé voir l'AFD, on est allé voir la Banque des Territoires, et on travaille en temps masqué, voilà, mais monsieur... Je vois dans la tête, avec la situation de la ville là. C'est ça l'image que vous avez. Parce que moi, quand j'ouvre le dossier, quand je suis allé pour les fonds chambre régionale des comptes, quand je lis ça, je dis, bon, le mari est foutu. Fin 2020, on est foutu. Et on est en fin 2020. Et d'ailleurs, il faut revenir en fin 2020. Donc, en même temps que je travaille mes dossiers, je suis à fond. En même temps que je fais mes dossiers, en même temps que j'avance, et en même temps que je vais voir pour l'accompagnement, le préfinancement, et puis peut-être un emprunt complémentaire pour arrondir l'angle. Je sais que c'est compliqué, mais il faut se battre. Il faut pouvoir apporter le papier là. Non, je vous l'emmène. Pas envoyer par la poste, je vous le dépose. Oui, mais comme je dois l'emmener là, remettez-le. Je vous attends, je ne suis pas pressé. Je l'emmène là. Mais il faut aller là. Il faut marquage à la culotte, en basket individuel. Chacun, quelqu'un. Eh bien, aujourd'hui, il faut de l'effort, il faut du courage, de la volonté. Et quand on donne cet élan à l'équipe, ça devient l'organisation, ça devient la manière. Et aujourd'hui, mon équipe, c'est ça. L'équipe qui est là, il y a d'autres équipes, et toutes les équipes du Marin fonctionnent comme ça. On travaille quand on vient en mairie. Ça veut dire qu'on travaille, ça veut dire qu'on est en action. On n'attend pas. On n'est pas passif. Est-ce que vous risquez pas d'être déçu parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme vous. Hein. Moi, vous savez, ça fait 30 ans. Moi, j'ai des résultats. Non, attendez. Ça fait 30 ans que je suis là, donc je les suis, je les conseille, on discute, on échange. Vous avez quand même besoin de la solidarité des autres. De quoi? De la CTM, vous avez besoin de la solidarité de l'espace sûr. Ben oui. Non, mais attendez. Vous n'êtes pas un fétichiste de l'idéologie. Vous n'êtes pas... Je ne suis pas du tout dedans. Voilà, mais vous avez été dans un balisier. Oui. Vous avez été au PPM, et puis au bout d'un moment... J'étais à bâtir surtout. Oui, on va parler de ça. Bâtir. Bon, et là vous dites, écoutez, la politique c'est terminé, la politique politicienne c'est terminé, moi je veux agir pour ma population. Ce discours-là, on l'entend bien, mais... Je n'ai pas dit ça. C'est ce qu'on a compris. J'ai deux volets, je l'ai dit tout à l'heure là. Il y a le volet métier. J'ai un métier, je sais ce que je suis. J'ai un volet chef d'entreprise, c'est un deuxième volet, puisque là, c'est la gestion. Et puis j'ai un volet politique. Alors, on va parler de ça. Chaque chose est cloisonnée pour moi. Et je dis, pour être dans une ville, les atouts pour réussir, il faut faire de la politique.
Parce que la façon qu'on va aborder un administré, chef d'entreprise ou ingénieur, c'est pas la même façon que le politique va l'aborder. Je parlais pas de cette politique-là. Ah, d'accord. Je parlais de la politique politicienne. Alors, ça veut dire, en clair, prenons un exemple. Là, vous savez qu'il y aura des élections législatives dans le Sud. Oui. OK? Oui. Et qu'il y a de très fortes chances qu'on assiste à un affrontement terrible entre Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor. Je ne suis pas au courant. Eh ben là, vous êtes au courant. Il va falloir choisir. Vous êtes d'accord avec moi? Forcément. Comme tous les citoyens du Sud. Voilà. Vous aurez des élections présidentielles. Il va falloir choisir. Très bien. Derrière, vous allez avoir des élections sénatoriales. Il va encore falloir choisir. Et puis, ce profil, forcément, parce que ça va vite. Je vais surprendre. Bon, ces choix-là... Je vais surprendre. Attendez, laissez-moi finir ma question. Ces choix-là que vous allez faire au fur et à mesure vont conditionner le succès plus ou moins rapide de vos projets, vous le savez. Bien, vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de bloquer des projets de maire depuis des années. Alors, votre positionnement aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, moi, je ne choisirai jamais... C'est pas vrai. Alors, c'est quoi? Vraie pièce. J'ai le choix. Moi, je dis quelque chose aux citoyens du Marin. Quand le service social va venir faire un petit bout de chemin pour vous, c'est pas moi qui fais pour vous, c'est la solidarité marinoise. Oui. Clair. Quand je vais faire mon dossier de permis, que je dépose un permis dans ma ville et que le maire le signe, il est obligé de me le donner. Si le terrain est constructible et si toutes les conditions se réunissent. C'est un acte administratif, point barre. S'il ne me le donne pas, je l'attaque au tribunal administratif et je gagne. Donc ça veut dire que quand j'ai fait mon dossier chez toi, quelle que soit l'instance, et que mon dossier est recevable, si tu le refuses par des raisons politiques, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à la politique. Oui, mais... Donc, attends, non, ça existe. Oui, mais je dis que l'intelligence voudrait que ce volet-là, tout le monde se le prenne d'égalité. José Mirande, vous parliez sur l'intelligence des hommes politiques en matière de politique politicienne. Par contre, ce que je veux surprendre, je suis parti en 2015, j'ai fait ma carrière, si on veut en voir en 2015. J'ai fait campagne pour Assemblée. Oui. On était parti sur le G20, tout le monde le sait. Oui. Échec total. J'étais pillé de... Non, il n'y a jamais eu de volonté, de velléité d'être candidat. Donc, pas vous. Je parle du projet G20. J'étais pilier dedans. Donc je dis, il n'y avait pas de velléité d'être candidat. Je le répète encore une fois. C'était une stratégie pour pouvoir faire avancer Jean-Philippe et puis Azéo. C'était ça. Mais bon, la stratégie n'a pas marché. On a vu que Marie-Jeanne ne vous en a pas tenu rigueur. Non, pourquoi elle a tenu rigueur? Non, parce que bon, c'était quand même... Quand vous dites, c'était une stratégie pour mettre Azéo et Jean-Philippe à la tête de la liste. Non. C'était de virer Alfred Marie-Jeanne. En fait... Pas directement, mais ça allait aboutir à ça. Je ne pense pas que c'était la réflexion. D'ailleurs, je peux vous le dire, quel que soit le rapport que j'ai avec Jean-Philippe, au moment où on fait le G20, il dit, je ne vais pas me présenter contre Marie-Jeanne. De toutes les façons, si vous pensez que je fais ça, je préfère ne pas être sur une liste. Je le dis, c'est ses paroles. Vous savez, Aïcha, mais des blancs. Donc, il n'y avait pas d'affrontement. Donc, il y a eu beaucoup d'interprétations. Parce que j'étais dedans. Ça qui pas tant dedans, savent ça qui dit en dedans. Moi, tant dedans. Il n'y a jamais eu d'affrontement. Il y avait une stratégie, monsieur, de faire gagner ce camp-là. En fait, la stratégie, c'était de récupérer Azéo. Allons dire ça clairement. Non, pas du tout. Non. Parce qu'on n'a pas récupéré, Azéo était là, point. Oui. Mais non. Mais il n'était pas sur la liste au final. Non, mais en fin de compte, le final qui s'est passé, un moment, le G20 a arrêté sa stratégie. Sa stratégie, c'était de peser pour que Azéo soit dans le Nord, etc. Ce qu'on a lu sur... On a lu beaucoup de choses. Ce qu'on a lu, c'était... la stratégie, c'était, Jean-Philippe va essayer de récupérer Bruno pour qu'on soit plus puissant. Ça n'a jamais existé? Non. J'étais dedans. Il y a un groupe de Martiniquais qui dit, allons faire ça. Allons porter à la contribution. D'ailleurs, on a rencontré Alfred plusieurs fois. Il faut le dire. Alfred, je suis allé avec en 2020. On a rencontré Alfred Marie-Jeanne plusieurs fois. On a échangé avec Duville aussi était présent. Alfred est monté avec nous à Sainte-Marie. On est allé voir le conseil municipal de Bruno. Tout ça s'est passé. Donc, ça, c'est parole d'air. Parlant dedans, c'était des réflexions d'une série de maires de Martinique, une série d'élus qui n'étaient pas maires comme moi. Je dis, qu'est-ce qu'on fait pour le pays? Est-ce qu'on continue la bipolarisation? Est-ce qu'on commence à voir l'avenir autrement, etc. Ça n'a pas... Je pense que la presse
à monter la sauce. D'ailleurs, c'est eux qui ont nommé la G20, et puis c'est parti. Je ne me suis pas senti particulièrement concerné par ça, parce que pour moi, il n'y avait rien de spécial. À un moment, on a dit, bon, écoutez les gars, ça ne va pas fonctionner notre histoire-là. Bon, j'ai choisi mon camp, et je vais au Diamant, je dis, je fais campagne avec Alfred. Ouais. Et à ce moment-là, en 2015, on est en campagne. Bon, l'histoire fait que les choses sont passées. Il y a eu la députation après, Jean-Philippe s'est présenté, etc. Et mais là, en l'occurrence, dans les mois qui viennent, si je vous pose la question, vous choisirez qui entre Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe? Non, j'ai pas de choix à faire. Alors, non, j'explique. Vous savez que la langue de bois, c'est pas ici. Ah, hein. Moi, cache. Avant, à parler, moi, dit, le futur, il faut regarder comment le passé est fait, parce que si je marche debout et aujourd'hui j'ai un pantalon sur moi, avant j'étais à 4 pattes. Donc il y a eu des choses qui se sont passées depuis plus de 60 ans. Donc ça veut dire, on évolue. Je suis parti en politique en PPM, je suis pas au PPM aujourd'hui. J'étais abattu, je ne suis pas abattu aujourd'hui. Maintenant, mon parti, c'est le Marin. Et c'est là que je me sens bien. Il s'appelle le Marin, voilà, avec un grand... Oui, et même, je vais plus dire, mais le parti, c'est au Marin, avec un grand O. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je sais où on veut en venir. Je n'ai pas de langue de bois, il faut dire les choses. Personne ne va enlever que Jean-Philippe c'est un ami, tout le monde le sait. Tout le monde connaît mes relations avec Jean-Philippe, mais je n'ai rien contre d'autres non plus. J'ai jamais eu de problème avec Alfred Marie-Jeanne non plus. Et jamais été au mime, j'ai jamais été indépendantiste. Et je constate aujourd'hui avec mon évolution, je ne suis même pas autonomiste. Dans ma réflexion. Ça, c'est nouveau, ça. Oui, non. Avec ma réflexion. Non, parce que, bon, attends, quand on est autonomiste, si on nous propose 74, on dit non, je ne suis plus. Voilà. Terminé. Voilà. Si je suis autonomiste, on me propose 74, je dis oui. Quand on est autonomiste, on me propose 74, je dis non, je ne suis plus autonomiste parce que je ne comprends plus. Voilà. Donc, comme je ne comprends plus, puisqu'on veut que je parle de politique, je parle de politique. Donc, il faut bien qu'on aborde un peu la politique. Non, je suis content. Ouais. Je suis un Martiniquais et je veux dire le définir comme un patriote. Alors, le patriote, c'est quoi? C'est celui qui aime les belles femmes du pays, les beaux hommes du pays, les mangues du pays, la saveur, le centre étymologique. Je le dis ailleurs. Ça me fait de moi ce que je suis. Mais je suis dans un complexe qui est européen, français et caribéen géographiquement. Ça, c'est du pragmatisme. Oui, tout à fait. Je suis pragmatique. De toute façon, sans pragmatisme, vous n'aurez pas l'argent. Je suis pragmatique. On est bien d'accord. Peu importe. Mais non, que je... Parce que si vous venez avec des discours... C'est ma réalité. C'est ma réalité. Vous avez des écoles à construire. Il ne faut pas oublier ça. Enfin, vous ne l'oubliez pas. Je ne dis pas ça pour ça, puisque je dis haut et fort, j'ai le Grand Assemblée pour 2020. Je m'en félicite. Oui, mais ça ne nous donne pas la réponse à la question qui est extrêmement simple, puisque la campagne, vous le savez, a commencé. Attends, il faut dire les choses parce que tu viens de me dire, on a notre temps. Et comme c'est incorrect, je veux sur le je dis incorrect. C'est dans le correct. Moi, je suis dans le correct. Donc aujourd'hui, je suis cash et je dis les choses. Et quand je dis les choses, on est tranquille. Je suis allé en 2020 avec le Grand Assemblée parce qu'autour de moi, j'ai une grosse équipe qui n'est pas des Marinois. Et pour prendre cette décision-là, une décision politique importante pour le maire. Avant, il était José Miron du Cavazaïlé. Il a dit on joue au moins là, voilà. En plus, j'ai une équipe municipale. Aujourd'hui, nous faisons ça, puis on dit nous battre à boy. Bon, donc je fais attention. Pour aller le Grand Assemblée, déjà, j'ai réuni un cercle de gens compétents qui m'ont dit voilà notre choix, voilà ce qu'on pense. Et je n'ai pas choisi des pros, j'ai choisi des gens qui ne vont pas me dire oui facilement. Sur le choix que je leur ai dit in fine. J'ai rencontré Philippe, Edmond Mariotte, j'ai rencontré Pamphile. On s'est rencontrés... Le maire de Lorrain. On s'est rencontrés 20 fois. On a travaillé pendant des mois avant la campagne pour dire est-ce que c'est la stratégie qu'on a menée? Est-ce qu'on va rejoindre ce groupe-là, Dynamique Martinique? On n'a pas eu le temps de concrétiser ça, c'était un petit peu ça, Dynamique Martinique. Donc on s'est dit ok, on fait ce choix-là. Après, mon groupe politique au Marin, il faut qu'il valide. Et c'est là qu'on va en venir. J'ai un groupe politique au Marin, il s'appelle Dynamique Marinoise. Et c'est eux qui m'ont permis d'être élu au Marin aujourd'hui. Je leur ai dit, on a fait une visio, puisque c'est qu'on s'appelle Allier, qui a duré longtemps. Je ne vous dis pas mon choix.
on fait un débat. Et à la fin du débat, vous faites votre choix. Et quand vous avez voté, je vous dis mon choix. S'il est comme le vôtre, banco, on y va. Mais votre choix peut être différencié aussi. Si il est vraiment tordu, chacun fera ce qu'il voudra, mais en disant ce qu'il fait par respect pour l'autre. C'était ça. Et je ne m'attendais pas à la réponse. Déjà, j'ai réuni un cercle d'amis qui m'ont donné quitus de ce choix-là. Et mon groupe, je m'attendais, parce que dans mon groupe, c'est tout venant. Hein. Il y a de tout horizon dedans. Et ce n'est pas des politiques, mais les sensibilités sont mélangées. Et je suis surpris. Il y a la première personne qui prend la parole, c'est quelqu'un de l'UDI. Grand Assemblée. Je n'ai pas dit aux gens de ne pas dire PIA. Je n'ai pas dit aux gens de ne pas dire qu'ils font plaisir. Donc la majorité. Je n'ai pas large majorité Grand Assemblée. Donc dans ces cas-là, je dis OK, on a fait le même choix. Et vous allez constater que parmi les rares communes où tout le monde est resté en ordre, c'est au Marin. Tout le monde est resté autour du choix du maire. C'est ce qu'on a fait. Très bien. Regardez toutes les communes que c'est passé. Donc José Miron, vous êtes en train de nous dire, que ce sera le même processus, pour la députation. Non, c'est pas la même position. Non, parce que là, je viens de faire un combat avec le Grand Assemblée. Je respecte que donc vous restez dans le Grand Assemblée. Je reste dans ce groupe-là pour l'instant. Bon, donc c'est clair, Jean-Philippe Lidor, on est désolé. Non, je reste dans ce groupe-là, oui. mais j'adore la réponse de Daniel Marie-Sainte et la réponse de Marie-Jeanne. Je vais dire exactement les mêmes mots. Quel mot? Comment il a dit ça? Ne demande pas la permission de faire notre choix que nous. D'accord. C'est comme ça que je suis à la CTM. Ouais. Ne me demande pas la permission, c'est lui le chef de groupe, de faire un autre choix que moi, que nous. Ouais. Chacun dans le groupe a ses sensibilités. Par contre, si on peut préserver le consensus, on le fait. C'est dans cet esprit que je travaille avec le Grand Assemblée. Ça, on a compris. On a compris, c'est très clair. Pour ceux qui n'ont pas compris, il est clair que José Miron ne va pas soutenir Jean-Philippe Nilor s'il y a un candidat Grand Assemblée. C'est bien ça? Un candidat Grand Assemblée, je vais respecter ça. Très bien. Et si mon groupe là, adhère? Alors, allons changer un peu, parce qu'on va faire des allers-retours avec le Marais. Allons prendre un peu de hauteur. Quelle est votre position? On n'a pas fini de savoir. On va revenir. Comment j'ai trouvé l'argent pour financer? Non, on va revenir. On sait que c'est 26 millions, on sait d'où ça vient, il y a des banquiers, etc. Et puis c'est extrêmement intéressant, mais allons faire cette espèce d'aller-retour. Je suis. Aujourd'hui, la Martinique est dans une crise sanitaire exceptionnelle. Extraordinaire. Les gens continuent à mourir. Oui. Donc on en profite pour adresser nos condoléances aux familles qui sont touchées, en particulier à celle de Madame Lesdema. Oui, parce que vous avez appris son décès. Matin, c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Votre position sur la vaccination de manière générale? Moi, je vais être très clair avec tout le monde. Je ne vais pas faire un jour à ma fille. Je ne vais pas faire un jour à sa mère, qui est médecin. Ma fille, qui est médecin. Je ne vais pas dépenser tout ça d'argent, tout ça d'énergie pour qu'elle devienne médecin, pour que je lui dise, qu'il me dise, papa, va te faire vacciner, et que je lui raconte Titi Mouachès. Ouais. Donc je suis vacciné de la première heure. Ça, c'est le choix de José Miron. Première étape. Deuxième étape, je vais entrer sur quelque chose de très important pour moi. Si je vous disais à la population que je ne suis pas vacciné parce que je pense que le virus, je suis vacciné pour le collectif. Parce que je pensais que le collectif, la notion de peuple, la notion de sacrifice, peu importe le résultat. Aujourd'hui, si les 5 millions, je ne dis pas ça, je ne vais pas empêcher, j'ai le même discours Marin, je suis passé dans les quartiers pour dire, je vous dis, mais pas du fait de vous vacciner, je vous recommande la vaccination. Et ce que je vais redire ce soir, je vous recommande la vaccination. Mais faisons
la démarche. Il ne faut pas mettre la pression sur quoi que ce soit. Je demande à chacun une prise de conscience. La prise de conscience, elle n'est pas individuelle, elle est collective. Aujourd'hui, si je dis, je fais raisonnement par l'absurde pour les mathématiciens, il y a 5 milliards aujourd'hui de personnes vaccinées. Dans les 5 milliards, je pense qu'il y a 90% de médecins. Il y a 10% qui ne veulent pas. Doit y avoir 100% des pilotes d'avion. Il y a 100% des gens qui conduisent les bateaux. Il y a 70%, 60% d'infirmières. Ce monde-là, s'il disparaît, tant pis, je ne veux pas vivre ce monde-là qui va rester si ces gens-là disparaissent. Ah ben c'est clair, s'il n'y a plus de médecins, d'infirmières, s'il n'y a plus rien, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Ce monde-là ne m'intéresse pas. Donc je me suis fait vacciner simplement parce que je dis aujourd'hui, peu importe ce que ça peut, si tous nous disparaissons ensemble, je préfère que de rester là pour vivre dans un monde où dans 3 ans tout le monde va mourir, les 5 milliards de vaccinés, et que il y aura quelques Martiniquais sur la terre, quelques Français, quelques Américains. Non, Et en plus, ce raisonnement-là, il est tout à fait nouveau. C'est pas ironique, ce que je dis. C'est une réalité. Donc c'est pour la prise de conscience. Et les gens réagissent comment quand vous dites ça? Non, c'est pas une prise de conscience par rapport à un vaccin qui a des puces dedans. Je suis pas dans ça. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que le vaccin va me tuer dans 3 ans. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'on n'a pas fait assez d'études aujourd'hui. Ce que je constate, il y a les endroits où on a pris du vaccin, on commence à vivre. Ouais. Et aujourd'hui, on va pas c'est ça que je dis, le sacrifice d'un peuple pour le bien de tous. Aujourd'hui, tant pis si ça nous tue, mais si ça nous permet de retrouver une vie sociale. Parce que la vie sociale s'en va. Les contraintes psychologiques commencent à monter. Et j'ai peur des conséquences psychologiques plus que les conséquences du vaccin. Alors, aujourd'hui, cette privation de liberté, on ne pourra pas y échapper. Parce qu'en même temps, l'État a une responsabilité. On ne peut pas engorger les hôpitaux. Et quand ça va monter, on va nous reconfiner. Parce que c'est reparti là. Oui, vous avez vu les données. On va nous reconfiner. Je ne suis pas un défenseur du vaccin quand je parle là. Ouais. Je suis un défenseur de la conscience collective là. Si, chers concitoyens, aujourd'hui, on fait ce geste-là, pas pour dire qu'on va vivre longtemps, si on meurt tous dans 3 ans, tant pis, on va tous y aller ensemble. Eh bien, c'est pas grave. Et quand on pense qu'on va être sauvés, très bien. Et tous ceux qui sont vaccinés vont périr. Dans quel monde qu'on sera? Dans quel monde qu'on sera? Mais ce monde-là, j'en veux pas. Mais je préfère disparaître avec le monde des vaccinés. C'est mon choix. Ouais. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui oblige à quelqu'un à faire quoi que ce soit. Par contre, je recommande la vaccination pour sauver le collectif. Sauver le collectif de manière psychique, parce qu'on a vu des études à Barbade où ça commence à déraper de beaucoup. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est très proche de moi, mais confiné, c'est quand elle a pris un vaccin. Ça a déconfiné. Pourquoi? Elle s'est libérée un peu. Mais ça ne veut pas dire que le vaccin va guérir, il va faire des miracles. Mais aujourd'hui, on a constaté dans le monde, c'est la mort qu'on a peur derrière tout ça. Ouais. Mais pour l'instant, on est en sursis de mort. Supposons que c'est ça la vérité, on est surcité en prenant le vaccin pour mourir demain matin. Mais le sursis me permet de vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie, le pass vaccinal, il est imposé parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore vaccinés. Parce que si on était tous vaccinés, il n'y aurait pas de passe vaccinal, puisqu'on serait tous au même niveau. Il y aurait des croisières. Alors j'ai vu que les Martiniquais ont réagi très négativement, parce qu'on leur a dit qu'il n'y aura pas de croisière. Mais et les gens, parce qu'il y a 60 000 Martiniquais qui prennent des croisières. Et les gens ont l'impression qu'on les prive de tout. J'ai entendu beaucoup de choses et je n'ai pas envie de bousculer mes compatriotes. Et je comprends. On a mis plusieurs étages dans la chose. Ouais. Et un peuple comme la Martinique, pas comme en France, ceux qui ne se vaccinent pas, ils ont des raisons. Ce n'est pas la même raison que la Martinique. C'est un peuple qui a subi des choses. Et puis ces choses-là sont échelonnées. Et puis on n'arrive pas à faire le tri dans tout ça. Et puis aujourd'hui, c'est nouveau. Je ne rentre pas dans... Et vous pensez que les gens... Je ne rentre pas dans la médecine. Vous pensez que les gens ont peur et ils ont peur de la mort, en fait? Les gens ont peur de la mort, quand même. Ouais. Malgré tout. Les gens ont tellement peur de la mort, c'est que les gens sont confinés. Quand je dis confinés, il y a beaucoup de gens qui ne sortent plus, ni cinéma, ni restaurant, ni rien du tout. Ils sont confinés. Il n'y a pas de visite chez le voisin. Le social, moi-même, je le vis. Je suis maire. Je ne peux pas aller voir mes administrés comme je veux. Parce qu'à chaque fois, il y a trop de précautions. On ne voit même pas les traits des visages des gens. On arrive masqué. Ce n'est pas une vie sociale. Donc, si on résume, votre conseil, c'est, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous recommande d'aller vous faire vacciner parce qu'il est temps que ce pays une vie sociale. Je dis, honnêtement, je ne recommande pas le vaccin parce qu'il a une efficacité. Je n'ai pas dit ça.
Parce que, bon, on va toujours trouver des choses à dire, qu'il y a des gens qui font des allergies, etc. Je ne veux pas entrer dans ça. Si on veut voir ça, il faut aller voir les grands scientifiques. Moi, je ne suis pas un grand scientifique. Moi, je suis dans un peuple qui évolue. Je suis dans un monde qui vit. La seule chose que je dis, j'ai envie de suivre le courant de ce monde-là. Il y a eu les grandes guerres, nous étions tous impactés. Et puis il y a déjà eu des épidémies. On était dedans. Et aujourd'hui, ma mère m'a raconté, José, dans le temps. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut dire. Confiner le monde, je pense que c'est la première fois au monde qu'on fait ça. On n'a jamais fait ça dans le temps. Non. Et ma mère m'a raconté, José, quand il y a eu des épidémies comme ça, des pandémies, eh ben, il y a 30% qui mouraient, puis les autres restaient, et puis on était guéris. C'était le collectif aussi. C'était le sacrifice aussi d'accepter la mort pour pouvoir sauver ceux qui sont pas. Aujourd'hui, il y a 20% qui auraient disparu, hein, c'est clair. Hein. Et puis 80% qui sont restés. Si on n'avait pas de vaccin et si on n'avait rien fait, on n'avait pas fait de confinement, ça mourait. Est-ce qu'on est capable au 21e siècle d'accepter la mort comme ça? Ça a évolué. La mort est devenue quelque chose, un acte qui est compliqué dans nos têtes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les gouvernements du monde, même les plus reculés, on dit non, on ne peut pas laisser les hommes mourir, on les protège, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc aujourd'hui, on nous a confinés, mais ce n'est pas une vie de se confiner. On a trouvé un palliatif, parce que ce n'est pas un médicament, le vaccin. Ouais, c'est clair. C'est une prévention. Donc je ne fais pas l'apologie du vaccin là aujourd'hui. Je parle à mon peuple, je dis que je suis peuple. Il y a eu des sacrifices énormes dans ce peuple-là avant. Et des gens qui se sont tués, ils ne savent même pas pourquoi. Ils se sont tués, c'est pour sauver le peuple. Donc aujourd'hui, je dis, c'est pas grave. Si je dois mourir, et puis aujourd'hui, ça me permet de vivre pendant que nous vivons tous ensemble. Et si on meurt tous ensemble. Je n'ai pas de problème avec ça. Très bien. Alors, cette position a dû vous attirer Pas du tout. quelques ennuis, non? Non, parce que j'ai entendu... La majorité des hommes politiques, en tout cas ceux que moi je rencontre, ceux qu'on entend, sont très frileux sur cette problématique de la vaccination. Et surtout très ambigus. Je suis pas ambigu. Des gens, vous n'êtes pas. Ah, je suis pas ambigu du tout. Mais quand on a des hommes politiques qui disent d'un côté, ah oui, vous savez, moi je suis vacciné, mais j'oblige pas les gens, mais je suis contre la vaccination obligatoire, je suis contre... Enfin, Trop de discours. Ouais. Trop de discours. Je dis, on sommes dans un état de droit. Pour changer les lois, il faut changer les hommes qui font les lois. Cash. Non, mais nous sommes dans un état de droit. Ouais. Mais attends, si on ne respecte pas la loi, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que maire? Donc, il y a et j'aime bien, je fais un petit salut à Pierre Samo, avec bâtir le marronnage institutionnel. On va l'appliquer. Ça fait partie de ça. Très bien. Alors, on continue. J'ai envie de vous interroger toujours sur l'actualité, avant qu'on revienne au Marais. Cette histoire de gaz. Parce que là, on touche très clairement à la problématique du social en Martinique, puisque ça, c'est l'une des préoccupations majeures de la population, dont une bonne partie vit sous le seuil de pauvreté. Donc, pour les gens qui nous écoutent, grosso modo, des gens qui gagnent moins, des foyers, pas les gens, des foyers qui gagnent moins de 1 000 € par mois, on va dire ça comme ça. Parce que quand on a 4 ou 5 personnes avec moins de 1 000 € par mois, c'est très, très compliqué. Donc, la bouteille de gaz qui coûte 30 € aujourd'hui, c'est une problématique. Le fait que des gens choisissent pour défendre, en fait, un rôle de Robin des Bois, de défendre, on va dire, la veuve et l'orphelin à cause du prix du gaz et bloquent l'économie, vous en pensez quoi? Il y a 2 étages. Il y a le prix du gaz et les conséquences de l'augmentation du prix du gaz. C'est 2 choses différentes. J'ai une émission radio tous les samedis sur Radioactif Martinique et j'ai invité le comité citoyen du Sud dans mon émission pour dire quand le citoyen doit parler, il faut le laisser parler. D'accord ou pas d'accord. C'est ça l'évolution. Aujourd'hui, il y a une écoute citoyenne qu'il faut avoir, qu'on soit d'accord ou pas. Dans mon émission, d'ailleurs, je fais partie de ce comité citoyen parce que je suis un citoyen aussi. Il y a des problématiques qu'on ne pourra pas résoudre parce que des fois, on ne peut pas répondre parce qu'elle est contrainte. Il y a des problématiques qu'il faut entendre. On ne peut pas ne pas entendre que le prix du gaz est très élevé. Oui. On ne peut pas l'entendre. En fait, 30 € ici en Martinique, 19,46 € à La Réunion. Ouais, donc, on peut se poser la question. On ne peut pas ne pas l'entendre. Ouais. On ne peut pas ne pas donner des tribunes aux gens pour expliquer leur mécontentement. Ça, c'est la première phase. Et aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, toujours dans la première phase,
comment, au niveau national, puisque depuis un moment, c'est pas d'aujourd'hui, parce que je les avais invités déjà il y a 4-6 mois, ils avaient déjà alerté que ça allait comme ça, que ça se passait comme ça. Comment se fait-il au niveau national? C'est le gouvernement qui monte au créneau. Tout à fait. Pour dire qui machin. Et puis, alors, on revient comme dans le temps. Non, ça c'est pourquoi c'est toujours la première fois. On vient comme dans le temps. Si nous sommes des Français entièrement à part, pas à part entière. Non, il faut régler ce problème-là. Ça, il faut le régler. Si au niveau national, il y a un prix plancher, en Martinique, il y a un prix plancher. Alors, il ne faut pas nous raconter que c'est pas le même gaz qui sort du même endroit, etc. Ouais. Nous sommes Français à part entière. Et c'est pourquoi le gaz sert à exactement la même chose, à cuire les aliments. Je suis tranquille dans ma parole. Pourquoi? Je viens de le dire. Je suis dans ce grand ensemble-là. Et je suis dedans. Donc je parle comme ceux qui sont dedans. Je ne me retire pas dehors. Donc je dis, nous sommes un peuple, le peuple français, qu'on le veuille ou non. Il y a des mesures qui ont été prises au national. Il ne faut pas nous raconter que ce n'est pas la même gaz, etc. Faire un effort qu'un plafond sur ce gaz-là pour autant de mois. Deuxième chose, les conséquences. Quelles sont les armes pour pouvoir se faire entendre? Parce que là c'est ça le problème. Mais aussi, je mets tout le monde sur la table. Le gaz, il y a prix 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5. Il y a 5 paramètres, je suppose. Et que chacun prenne conscience de la part qu'il met dedans pour faire l'effort qu'il faut. Aujourd'hui, ce n'est pas en filigrane qu'une seule personne. Il faut dire les choses aussi. Il faut dire les choses. Et donc, vous êtes prêts pour dire la vérité. En fait, il n'y a pas un responsable. Il y a des gens qui doivent se mettre autour d'une table. Le prix est formé par 5 paramètres. Oui, tout à fait. Tout le monde doit intervenir sur le prix. Et quel paramètre qui a fait que ça a augmenté? Donc, ce que vous condamnez, c'est que vous mettez en cause, c'est qu'il y ait un acteur qui fustige un autre acteur, en fait. Ils sont dans la formation du prix. On parle de la base. Le prix du gaz est trop élevé. Oui, il faut trouver un prix plancher et il faut qu'on ressemble. Nous sommes des Français à part entière. Il faut que s'il y a un plafond là-bas, on l'a baissé et on l'a tenu pendant, même si c'est juste à la fin des élections, c'est pas grave. Mais au moins jusqu'au mois de juin. Au moins il fait. Donc on veut une réponse comme ça. Et moi je dis, je suis derrière ça. Donc il faut baisser. Et puis l'écart, on ne peut pas augmenter de 19 à 32, je crois, de mémoire, dans un clin d'œil comme ça. Ce n'est pas possible. Bon. D'ailleurs, le prix du gaz, le prix du pétrole n'est pas indexé sur le coût du pétrole. C'est pas linéaire, hein? Est-ce que vous avez fait les calculs pour voir? Il y a un coût du pétrole et puis un prix de vente, un prix marché. Ce prix marché-là n'a rien à voir avec le coût du pétrole. D'ailleurs, il évolue tous les jours. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, dans le temps, le prix du pétrole était plus élevé, le prix du gaz était plus bas comme maintenant. Donc ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, quand on fait une augmentation à la Sahara, ça n'a rien à voir avec le coût du pétrole. Et personne ne m'empêchera de dire ça, c'est une vérité. Et parce que ceux qui le font le savent. Et tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, là, je pense que tout le monde en prend pour son grade. Là. Non, mais tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, il y a une problématique qui se pose. Le gaz est trop élevé. Allons se mettre autour de la table et puis allons trouver une solution. Je pense que c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a une manifestation parce qu'on ne s'entendait pas, il y a un petit peu d'énervement. Mais je pense que l'intelligence vaudra encore. Que les gens se mettent autour de la table. Et puis, si on a reconnu, le gouvernement de la France a reconnu que le prix du gaz était exagéré. D'ailleurs, donc, ils l'ont plafonné. Voilà, donc je ne vois pas comment on ne peut pas se mettre autour d'une table en Martinique et trouver la solution. Alors, revenons aux marins. Vous nous dites, ça va aller mieux, parce que bon, il y a beaucoup de marinois qui nous regardent. Là. Ça va déjà mieux. Beaucoup mieux. Et est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir également au niveau de votre endettement, parce que là vous parlez de l'avenir, donc de l'investissement, vous allez dépenser de l'argent, mais vous devez de l'argent. Comment vous allez faire pour régler vos dettes? Alors c'est une très bonne question, parce que je pense qu'il faut partir de la genèse. 28 juin je suis élu, 5 juillet je prends les rênes de la ville. Je trouve que la ville doit 6,2 millions d'euros. Ce qu'on doit aux fournisseurs, 6,2 millions d'euros. Alors, pour que les gens comprennent bien, ça, c'est même pas l'endettement bancaire ou l'endettement auprès de la Sécu, les caisses de retraite, c'est
Les entreprises qui ont travaillé pour vous... Il y a tout dedans. Il y a tout dedans, d'accord. Non, il n'y a pas les banques. Il n'y a pas les banques, mais il y a ce qu'on Sécu... doit aux fournisseurs. Fournisseurs. La Sécu, c'est qu'on fournisseur. D'accord. Bon, on n'a pas de dette Sécu. Sécu, dette, on va dire, organisme fiscal, social... etc. Tout dedans. Tout Voilà. dedans. Et fournisseurs. Mais on n'a pas de dette sociale. Ouais. Alors, 6,2 millions, je trouve. Ça, c'est une première chose. On a un engagement bancaire. Ça veut dire que ce qu'on doit à la banque, à l'instant T, de 5,8 millions. C'est-à-dire que si la banque va lui rembourser, il fallait que je trouve 5,8 millions pour donner à la banque. Au total, vous en êtes presque à 12 millions. Le budget de la ville. Ouais. Voilà. C'est ça la réalité quand j'arrive. Ouais. Dans les 6 millions, aujourd'hui, 6 millions 2, mais ça c'est le passif. Mais j'ai une année à gérer. Il y a des dépenses à faire. Qui équivaut à 13 millions aussi. Ouais. Et quand j'arrive, qu'est-ce que je trouve en 2019 ? Élection arrivée, augmentation, machin, j'ai dû supporter 600 000 euros de salaire en plus sur l'année. Et on est sorti de la trajectoire de la Chambre régionale, parce que depuis 2017... Il n'y a pas eu, rassurez-moi, José Miranda, il n'y a pas eu des embauches 6 mois avant les... Je reprends, parce que vous savez pas comprendre. Non, vous avez dit augmentation. Est-ce que ça peut être des augmentations toute qualité, donc, augmentation, embauche, qualité, avancement. J'ai dû supporter, sur le budget 2020, 600 000 euros de plus que l'année d'avant. Ouais. Donc ça veut dire... Dans les salaires. Voilà. Alors qu'on avait une trajectoire qui était tracée à 7 millions, 6 millions 9, on a déposé un compte administratif à 7 millions 6 à la fin de l'année 2020. Ça, vous me direz, c'est assez classique. Hein. Les maires en place dans les élections classiques embauchent massivement... Ça, c'est l'ancien temps. Aujourd'hui, je fais mes routes aujourd'hui. Hein. J'attends pas les élections. J'ai commencé à faire des voix. Ouais. J'attends pas la fin de 2025 pour aller faire des voix pour les Marinois. J'ai commencé déjà. Je le dis, hein, parce que les voix du Marin ont toujours été faites pendant les élections, pendant la campagne électorale. Là, je fais mes routes déjà et les Marinois choisiront. Alors comment vous allez faire face à ça ? Non, c'est bon. Voilà. Le schéma est déjà là. Je dois à mes banques, mais j'ai payé mes banques. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans l'échéance. Donc la ville a toujours payé quand je suis arrivé. On doit, mais on a toujours payé les annuités. Mais on doit 6,2 millions aux fournisseurs. Mais il y a une équation que je vais dire publiquement, ça va faire désordre. Mais non, on est dans le incorrect. On est dans le politiquement incorrect. J'arrive, je dois 2,3 millions au carénage depuis 2016. C'est vous qui voulez ouvrir là. Bon, je voulais réserver ça pour la fin. C'est pas le volet, c'est pas le volet judiciaire. C'est pas le volet judiciaire, c'est le volet financier de ce que vous devez de l'argent à quelqu'un qui théoriquement doit vous en verser. 2016. Quand on fait une opération comme le carénage, il y a un plan prévisionnel, il y a un plan de financement et on voit ce que la ville donne et l'Europe a donné pratiquement 14 millions. D'ailleurs, l'Europe a enlevé de l'argent. Enfin bref, tout ceci. Alors rappelons aux gens qui débarquent en fait. Probablement, il y en a qui sont au courant, il y en a qui sont peut-être pas au courant. Le carénage, c'est une zone que vous avez sur laquelle vous avez une délégation de service public, c'est bien ça ? Que vous avez donc loué, entre guillemets, un terrain que vous avez loué à quelqu'un qui a pour fonction de réparer, on fait vite, hein, de réparer des bateaux. Voilà. Puisque, comme vous avez beaucoup de bateaux dans la baie, il y en a beaucoup qui doivent être réparés, ça fait une activité économique. Voilà. Et c'est votre deuxième boutique. Hein. On rappelle, il y a une première boutique qui est le port, et il y a une deuxième boutique qui est le carénage. Ouais. Alors là, vous leur devez 2 millions. Oui, il faut reconnaître quand même ces deux entités que l'ancienne équipe, que Rodolphe Désiré a imaginé avec ses équipes, à mettre en place au service du marin. L'idée est très bonne, faut pas. Maintenant, le modèle économique ne me plaît pas du tout. Ouais. Ça n'empêche pas que l'idée soit très très bonne. Allons dire clairement pourquoi le modèle économique ne vous plaît pas, parce que ça ne vous rapporte pas assez d'argent. Non, du tout. Ah non. C'est pas ça. S'il m'en rapportait 0, et puis le modèle économique était bon, j'aurais dit bravo. Je vais le dire pourquoi. Alors, et je vais le dire très fort. On ne va pas faire la parenthèse avant, on va le faire après. Ouais. Le modèle économique n'est pas bon. Et contrairement à ce que j'ai entendu hier comme discours à l'ouverture des métiers de la mer, là non plus, je ne vais pas faire des ordres. Quand on est chez maman et on a des invités, maman te dit c'est de bien te tenir. Hein? Tu reçois. Donc vous êtes bien tenu. Quand tu reçois du monde, même si on n'est pas content, l'éducation que j'ai reçue,
quand tu reçois du monde, tu te comportes bien. Et tu as quelque chose à dire, ou quoi, valer quatre fois, et puis, ou quoi, cracher un autre jour. Voilà. Et pourquoi venir les politiquement incorrects, et puis là, on va dire. Alors, allons-y. Là, pas de problème. Donc, l'équation, pour ceux qui font beaucoup de calculs, je dois 2,3 millions sur le carénage sur un marché qui est fini depuis 2016, qui est financé. On a eu 14 millions de fonds européens dessus. Enfin, bref, je pense qu'il y a un plan de financement. Mais je dois 2,6 millions à payer. Je rembourse des prêts qui ont été faits là-dessus. Je pense à peu près 280 000 euros jusqu'à 2032, qui est dédié à travaux qui sont là. Et ça me rapporte 150 000 euros. Non, essayez de comprendre. 150 000 euros par année, multiplié par 20. Ça fait combien? Là, on est sur 3 millions. 3 millions. Ouais. Et moi, pourquoi fini de payer? Ça m'a dépensé. Quel modèle économique qui est basé? Il s'est passé quelque chose. Cherchez l'erreur, je dis simplement. Cherchez l'erreur. Ouais. Je ne dis pas que les gens se sont enrichis, je ne dis pas tout ça. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En fait, la municipalité s'est fait avoir. Quelque part. Et puis, il faut voir les désordres qu'il y a sur ce chantier-là, des fissures. Enfin bref, je dis, je prends dans l'État, je vais respecter parolement, je vais prendre l'État. Mais j'essaie de comprendre. Le monde dit que je l'État, je ne vais pas dire qu'il dit. Ça m'a trouvé là. Je dis, j'essaie de comprendre. Je suis directeur général, j'étais directeur général de la société pendant longtemps, je suis directeur de société aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je rembourse. Je touche sur un investissement que je fais. Quand je fais un investissement, après 5 ans, retour sur... C'est ça, dans l'entreprise. Ouais. On peut faire un investissement et puis on peut pas avoir retour sur investissement tout de suite. Après 30 ans, je n'ai pas de retour sur investissement. Il y a un problème. Et puis après 30 ans, j'ai déjà refait, puisqu'il n'y a pas une durée de vie de 30 ans sur les choses. Après 20 ans, c'est mort. Tout amortissement après 20 ans, c'est mort. Mais c'est quoi ce modèle-là économique, purement économique? Donc, sur cette DSP, qui n'est pas vraiment... Ça devait être un contrat d'affermage. Parce que c'est la ville qui met l'argent. Ça fait pareil que le port de plaisance, où c'est le privé qui a apporté les fonds. Là, c'est la ville qui a apporté. Ouais. Et qui ça m'a pour le matin? Je dis, c'est du live. On me dit qu'il y a une facture de la SME parce qu'il y a une flaque d'eau. Et il faut savoir, le carénage est géré par l'administrateur, qui est devenu propriétaire des lieux. Puisque la façon qu'il gère, on nous dit c'est taillé. Non, ça appartient à la ville. Je dis ça à l'administrateur. Le carénage appartient à la ville du Marin. Vous êtes administrateur, faites votre travail d'administrateur judiciaire. Ou qu'à faire mon quoi consiste Tao. Déjà, non seulement une entreprise qui a le carénage gentil, qui a des problèmes judiciaires, et on a mis un administrateur, mais je passe mon temps à dépenser de l'argent d'avocat dans cette histoire-là avec un administrateur. Dépenser de l'argent, mais au quotidien, ça suffit. Je dis ça suffit. Alors, je dis une chose, le Marinois a tous souffert de ces investissements-là. À la limite, il n'y a pas de problème. Et moi, je vais pouvoir commencer quelque chose aujourd'hui. Ça suffit. Et aujourd'hui, je vais mettre tout le monde au carré. Là aussi, je veux savoir 2 fois 2 égale 4. Parce que là aussi, c'est une société qui n'est pas dédiée. Donc en clair, vous êtes... Ça veut dire que c'est une nébuleuse. Ça veut dire que... là, c'est une nébuleuse. Une nébuleuse, ça veut dire quoi? On me dit, voilà votre chiffre d'affaires qui est dédié au carénage. Et le reste, c'est pour autre chose. Non. Combien de bateaux qui est passé? Combien de gens qu'on a fait? Voilà, je vais savoir ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprends? Non, mais il faut dire les choses. Parce que les gens qui sont de l'extérieur, qui voient le marin avec des bateaux, on va parler des bateaux, on va parler de cette activité et on va parler du modèle économique pour répondre aux Martiniquais ce que c'est. Je viens de le dire, Rodolphe Désiré a une bonne idée un jour de dire, avec son équipe municipale, parce que j'étais dedans aussi, qu'on va faire en 1990, j'étais élu déjà, ils sont élus en 89, qu'on va faire un port de plaisance marin. Oui, bravo, je frappe à 2 mains. Pour pouvoir maintenir les bateaux, si on fait un centre de carénage, c'est très important. C'est logique, c'est cohérent. C'est très logique, c'est très cohérent. Mais ça s'arrête là. Je suis désolé, ça s'arrête là. Et j'ai déjà dit l'équation que je ne comprends pas. J'espère qu'on l'expliquera un jour. Mais là, à mon avis, vous avez entendu. Hein. Et donc, tout le monde. Vous allez avoir un petit coup de fil. Je parle pas à Rodolphe là. Non. Je parle à l'administrateur. Je parle de l'administrateur judiciaire. Aujourd'hui, on me relance sur de l'eau. Mais j'ai dit, attends, ce matin, la SME va faire une intervention sur le carénage. Mais si la SME a fait un carénage, c'est moi qui a payé. Donc, on est assez à moi. Donc, c'est moi qui a
carénage là de l'eau. Attends, j'ai pas compris là. Donc c'est moi qui paye de l'eau pour tout le monde sur le carénage. Ça, vous le découvrez ce matin. Ouais. Non, attends, j'ai appelé le SME pour savoir si c'est nous qui payons l'eau du carénage. Ouais. Puisque un jour, je suis arrivé, il faut dire les choses. Je ne serai jamais contre un marinois. Je ne serai jamais contre un citoyen qui vote par moi, qui vote contre moi, il a le même traitement, que ce soit clair, net et précis. Je reçois un citoyen un jour dans mon bureau, il a dit, mais où ça boutit moi là? Mais honnêtement, il avait vu mon collaborateur de cabinet, il a discuté avec lui, mais lui ne m'a pas échangé avec moi. Donc, je ne demande pas aux gens pourquoi ils veulent me voir. Parce que quand mon assistante demande aux gens pourquoi ils veulent me voir, ça qu'a foutu ça. Voilà. Oula. Carrément. Ouais. Pourquoi vous me posez cette question-là? Ouais. C'est aussi violent que ça. Donc, elle encaisse, c'est quand même dur. Souvent, elle demande pourquoi elle veut me voir, pour pouvoir savoir si je prépare un dossier ou pas. Ouais. Donc, j'ai arrêté le principe. Je reçois les gens à l'aveugle. On vient me voir et puis je vous écoute. Parce que je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et je ne vais pas savoir non plus. Donc, pour tout le monde, on vient me voir et j'apprends l'objet de ma visite. Et j'ai déjà reçu 700 marinois depuis que je suis élu. C'est pas rien, hein, en moins d'un an. Et ce monsieur, il vient devant moi. Quand je suis arrivé, je dis... Moi, en fait, on levait des compteurs d'électricité, des compteurs d'eau, et tout ce qui n'est pas branché sur un bâtiment public, vous coupez ça. Donc, je ne sais pas quoi. Donc, j'ai demandé en générique de couper les compteurs qui ne sont pas liés à un bâtiment public. Le citoyen vient devant moi, il me dit, je sais pourquoi il est là, mais je ne sais pas. Parce qu'il avait déjà discuté. Je ne sais pas. Donc, il pense que je me fous de sa gueule. Et puis, il fait la selfie, il me traite de tout, m'a voté bas, ou encore plus malpropre, plus désirant. Enfin bref, il m'a sali. Ça ne me fait rien. Et je le pardonne, puisque peut-être qu'il ne savait pas. Je préfère dire ça. Parce qu'il a pensé que je savais. Non, je ne savais pas. Et je ne vois pas qu'est-ce que j'ai fait. Et il dit que j'ai coupé son eau. Ah, d'accord. Alors, l'eau que j'ai coupée, c'est une eau qui était une fontaine publique qui était près de la mer, qui servait à tout le monde. Même si c'est pour laver ton canot, je ne te dois pas ça. Je ne te dois pas ça. Ouais. Et quand bien même que j'aurais su, je l'aurais coupé quand même, M. Abessité-Toi. Même si c'est quelqu'un que j'aime bien d'ailleurs, au contraire, et que je connais bien. Moi, mon fonctionnement, ce sera dur pour les gens qui ont voté pour moi. C'est l'équité. Ce sera très dur d'entendre ça. Ça, on ne comprend pas forcément. C'est pas grave, je vais l'appliquer, c'est l'équité. Et Monsieur Miron, oui. Allons finir parce que l'émission est terminée, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, on a beaucoup parlé et l'émission s'achève. Le message, quel est-il globalement? On a bien compris. Le message, il est très simple. Je parle aux concitoyens du Marin. Je suis content de l'accueil que j'ai reçu dans la commune. Ouais. Je suis content que mon équipe soit accueillie. Et nous sommes au service de la population. Et surtout, si vous avez envie de savoir ce que nous faisons, prenez le projet politique qu'on vous a remis. Et puis, cochez dessus ce qui était fait. Et vous allez voir aujourd'hui que vous pouvez cocher beaucoup de lignes. On va faire ce qu'on a dit. Ouais, et on a dit d'abord ce qu'on allait faire. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire le Marin gagner. Nous sommes en train de regagner la confiance de l'État. Même s'il y a des combats à mener avec l'État, c'est normal, avec la DEAL, avec la direction de la mer, mais c'est des partenaires, avec les commerçants du Marin. Pourquoi le modèle économique? Il faut le dire avant de partir. Je dis ça aux Martiniquais. Un modèle économique, c'est un modèle durable. Et l'anglais dirait soutenable. Ce modèle économique qui est basé sur l'argent n'est pas un bon modèle économique. Le Marin souffre énormément de la biodiversité, de l'environnement. Le Marin souffre beaucoup d'une faune, d'une population qui arrive et qu'on ne sait pas maîtriser. Et d'ailleurs, en cas de force majeure d'un cyclone, c'est milliers de personnes qui habitent sur la mer, Qu'est-ce que je peux faire en tant que maire avec une petite commune comme le Marin? Ils ne vont pas rester sur les bateaux de toute façon. Et quand bien même il y en a qui vont rester. Ah ouais. Et que je fais. Et qu'est-ce que je ferai demain? Je suis en train de faire enlever des BHU. Quel budget qu'on donne à une ville comme ça pour pouvoir enlever ce tas de bateaux? Ce que je dis, c'est ce modèle économique doit trouver un équilibre. Dans l'économie, port de plaisance avec une jauge qui est de peut-être 1200. Le carénage avec une jauge, un emplacement des bateaux sur la baie pour partager les activités. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de monter une SPL avec la ville de Sainte-Anne pour qu'on gère la baie avec l'État, avec la direction de la mer, on est en parfaite harmonie. Et puis, humaniser cet espace, c'est le mot. Humaniser. Et c'est insoutenable
d'entendre que la baie du Marin n'a pas de valeur écologique, une baie qui m'a nourri. Parce que mon père était marin-pêcheur, et c'est là que je me suis nourri. Très bien. José, merci beaucoup. Comme vous le savez, on a quelques minutes pour recommander un certain nombre d'ouvrages. D'ailleurs, c'est un moment très apprécié. Je vous remercie de vos félicitations là-dessus. On est quelques-uns dans ce pays à recommander la lecture, alors qu'à l'époque, c'était une des voies de progression sociale. Donc, remettez-vous à lire et ne lisez pas simplement sur votre téléphone. Notre partenaire, c'est la librairie antillaise. On va voir leur logo. Très rapidement, on va faire quand même notre petite pub pour nos propres ouvrages. Donc, on a le dernier historial est sorti. Je vous le recommande. C'est La vérité sur la disparition d'Émile Édouard. C'est le cœur de l'histoire. C'est un petit avion qui se crache entre Saint-Vincent et la Martinique. À bord, il y a un jeune qui s'appelle Émile Édouard et une milliardaire américaine. Et l'histoire est, j'allais dire, cadenassée par les propriétaires de l'avion pendant des décennies. Et on apprend aujourd'hui qu'en réalité, tout ça n'était pas très clair. Et il y a même eu l'intervention du président des États-Unis, Richard Nixon, pour ne pas le nommer, pour faire en sorte que les propriétaires de l'avion soient attaqués. Donc, je vous le recommande très fortement. Et puis, on a également le Business News et le People News qui sont encore en kiosque. Alors, pour venir aux ouvrages, je vais commencer par l'ouvrage fondateur de notre culture, l'un des ouvrages fondateurs de notre culture, Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Alors, les gens parlent, mais sans le lire. Bon, c'est un petit bouquin que je vous recommande. Il coûte moins de 10 €. Et vous verrez ce qui fonde notre fierté de noir face à un monde qui est parfois hostile, souvent hostile. Et nous avons malgré tout là des fondements pour tenir le choc. C'est un très bel ouvrage. À recommander fortement. Alors, la Bible, là encore on entend tout, c'est le mot à la mode. L'esclavage. Il y avait encore un procès il y a quelques jours contre l'État français. Alors là, c'est la Bible. Moi, je vous le recommande. C'est Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée. Alors, c'est un travail colossal. Il y a notamment une Martiniquaise qui rédige. Il y a 54 contributeurs. Et c'est l'esclavage au niveau du monde entier. Toutes les histoires de l'esclavage, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et bien évidemment, une part très importante de l'ouvrage est consacrée à la traite négrière et à la déportation des Africains vers les territoires d'Amérique, mais aussi vers la déportation africaine, vers les territoires musulmans, vers les territoires arabes en particulier. Et c'est extrêmement important que vous ayez ça, parce que c'est vraiment un ouvrage de référence. Et c'est là qu'on découvre que la réalité de l'esclavage est souvent différente de ce qu'on a pu raconter, ou toutes les légendes qu'il y a autour. C'était vraiment un monde complètement fou. Et donc, je vous le recommande. Alors, on va encore plus loin. Et là, vous allez être probablement choqués par cet ouvrage. Ça s'appelle Mémoire d'un négrier. C'est Olivier Grenouillot. Alors, Olivier Grenouillot, il est un petit peu controversé ici en Martinique parce qu'il a des opinions sur l'esclavage qui n'ont pas forcément été partagées, mais il fait un travail fantastique. Et là, il a déterré les mémoires de Joseph Mosrénon Dupin, qui a été un négrier. Et là, vous allez voir, venant de l'intérieur des criminels, ce qu'était la traite négrière. Et là, les choses sont brutes. Et vous allez... Donc, c'est un témoignage à vif. Celui-là, je vous le recommande très fortement. On va faire un peu plus soft. Nous sommes dans la Caraïbe les plus gros créateurs de musique au monde, puisque nous cumulons quasiment, j'allais dire, une musique sur deux dans le monde de musique vivante, puisque vous savez qu'il y a
il y a plein de choses, hein, la biguine, le belay, le merengue, le blues, le ska, le reggae, le calypso, etc., etc. Et il y a un type fantastique qui s'appelle Bruno Blum et qui a écrit un bouquin qui s'appelle La musique des Caraïbes, du vaudou au calypso. Et vous avez l'histoire, c'est ça qui est fantastique, vous avez l'histoire de chacune de ces musiques. Et ce bouquin est fantastique, le jazz bien évidemment. Tout ça est né, et c'est ça qui est intéressant, ce qui m'a paru intéressant, tout ça est né chez nous et est consécutif ou concomitant à l'esclavage. C'est l'esclavage qui a créé ces éléments-là. Alors, une petite réflexion d'Emmanuel de Rênal sur un petit traité d'humanité martiniquaise qui s'appelle Recta Linea. Alors, l'idée, c'est bien évidemment une espèce de réflexion. Alors, c'est très à la mode ces temps-ci, le fameux vivre ensemble. Bon, vous savez qu'Emmanuel de Rênal n'a pas sa langue dans sa poche et que de temps en temps, il se fait chahuter sur les réseaux sociaux. Mais avant de le chahuter, vous devriez lire ce petit bouquin qui, à mon avis, permet d'avancer un peu dans cette fameuse dialectique entre les Békés, les Noirs, les Indiens, les Chinois, etc. Bon, je dirais, élément fondamental de notre culture. Alors, je l'avais promis à Raphaël Nicole, Coup de foudre pour la Lune, là c'est un roman. Et alors, c'est extrêmement intéressant, c'est la narration de nos problématiques au quotidien, puisqu'on retrouve dedans des activistes, on retrouve des problématiques de déboulonnage, et c'est récent, c'est intéressant, et je vous le recommande, Coup de foudre pour la Lune. Et je reviens sur un de mes coups de foudre d'un auteur extraordinaire qui s'appelle Alfred Alexandre, ça s'appelle Bord de canal, il est enseignant et il a commis plusieurs livres. Celui-là reste mon préféré. C'est l'histoire, je dirais, de la réalité de Fort-de-France, bord de canal. Vous savez quel est le quartier. Vous avez là une espèce de témoignage fantastique de ce qu'est la Martinique. Alors ça me fait penser à une de mes expressions favorites, hôpital psychiatrique à ciel ouvert, et là vous verrez que c'est fantastique. Alors, Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Je reprends les classiques pour inviter nos jeunes à revenir. Là, c'est bien évidemment la quintessence de la créolité sud-américaine. Gabriel Garcia Marquez, c'est avec ce bouquin qui est un chef-d'œuvre fantastique de la vie sud-américaine, mais créole en plus. Lisez ça et vous en saurez un peu plus. Et le dernier, je vous ai parlé de Leonardo Padura il y a la semaine dernière, en vous disant commencez par quelques petits romans. Ça, c'est le polar et c'est Poussière dans le vent. C'est le dernier. Et ça, c'est fantastique puisque c'est l'histoire de Cuba après la Révolution, vue à travers plusieurs générations. Et c'est un bouquin émouvant, plein de choses très très fortes. Et vous allez découvrir le Cuba de l'intérieur et de l'international. Voilà. Donc, j'en ai mis une couche cette semaine, il y en a plusieurs. Il fallait rattraper un peu le retard. José Mirande, merci d'avoir contribué. Je suis invité à Zouk TV avec Ludovic pour présenter un livre. Voilà. Ce sera fait bientôt. Ça, c'est un de vos ouvrages, c'est ça? Non, le mais sûrement il va arriver au cours de l'année prochaine. Bon, très bien. Parce que j'ai bien envie de ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ce soir, on n'a pas fait dans la langue de bois. Non, mais bien au contraire. Et c'est ça que les gens aiment. Ça, avec beaucoup d'amour. Non, mais je le dis, je n'ai pas de haine, c'est pas ma façon de vivre, mais il faut être cash et puis je me cache pas de dire les choses. Et puis on est en politique, il faut se mettre à nu, il faut dire les choses et simplement, et je ne peux pas faire d'amis. Maintenant, j'essaie d'être correct dans ce que je dis, ça veut dire que je ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Jusqu'à maintenant, en tout cas pendant cette émission, ça a été exactement ça. Merci beaucoup, Monsieur Mirande, et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.